Bonjour à tous! Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de l'écran qui se trouve posé sur mon bureau. Si vous suivez avec assiduité le contenu que je produis, normalement, vous avez dû le voir régulièrement dans les précédentes vidéos que j'ai pu sortir. C'est un écran que j'ai depuis quelques semaines donc, et qui me sert à la fois pour mon usage personnel, professionnel. Donc je lui mets 10-12 heures d'utilisation parfois dans la journée, voire peut-être plus dans la vue. Et je dois reconnaître que c'est un écran tout-terrain, il est vraiment bon dans tous les domaines, il n'a pas vraiment de grosses faiblesses dans les principaux domaines que j'utilise. Et donc je voulais profiter du fait que j'avais encore cet écran, puisque c'est un prêt, pour vous faire un retour d'expérience de l'utilisation de cet écran, et chose rare je pense dans l'histoire des tests que j'ai pu faire, ce test de quelques semaines va peut-être se transformer en achat personnel parce que je trouve vraiment que cet écran est exceptionnel et surtout, plus important, il correspond parfaitement à mon usage, ce qui est plutôt assez rare, il a quelques petites lacunes et on en parlera vite fait. Mon objectif, c'est aussi d'être transparent dans ce retour d'expérience, vous dire ce que j'aime et ce que j'aime un peu moins, mais franchement, par rapport à tout ce que j'ai pu essayer, utiliser dans cet écran, c'est probablement le meilleur mix pour mon usage personnel et professionnel que je pourrais trouver, surtout sur ce bureau, il rentre parfaitement bien sur ce bureau, il est adapté aussi à mon activité YouTube, donc avec les caméras, les micros et tout ça, j'ai pas de soucis particuliers parce que j'ai des écrans qui posaient problème. J'ai essayé des écrans OLED, j'ai essayé du double écran, ça ne convenait pas à mon usage, cet écran ultra wide correspond parfaitement. Donc dans quelques jours, quelques semaines, il va repartir chez Dell dans son carton, c'est Dell qui a eu la gentillesse de me le prêter pendant une période quand même relativement conséquente, ce qui me permet d'avoir un vrai retour d'utilisation dessus, et c'est mon écran traditionnel que vous avez pu voir sur ma chaîne, mon écran Philips, qui va revenir ici, en attendant que je me décide pour l'achat de ce modèle-là particulier, ou peut-être une variante. Alors qu'est-ce que c'est que cet écran? C'est un écran, donc je vous l'ai dit, de chez Dell. Son nom technique, c'est le U4025QW. J'ai mis la fiche technique comme ça, je peux pas me tromper. C'est un écran qui est commercialisé sous le nom de Dell UltraSharp 40 Thunderbolt Hub. C'est un écran qui est extrêmement haut de gamme, et je vais commencer tout de suite là-dessus, parce que je pense que tout le monde ne peut pas se permettre de s'offrir un écran de ce calibre-là. Il est à quasiment 2000 € sur le site de Dell. Alors on peut régulièrement trouver des petites promotions, mais voilà, c'est une enveloppe assez conséquente, surtout pour un écran unique, quand bien même il soit très très grand. Donc évidemment, il faut un certain budget, mais pour les gens qui se poseraient la question du budget de l'écran, moi, dans mon cas de figure personnel, cet écran, c'est pas un loisir. Cet écran, il me sert tout autant à travailler que à la productivité, à créer ce contenu, etc., mais aussi à mon utilisation personnelle. Donc quand je vous dis que je lui mets 10-12 heures dans la vue, parfois par journée, bah oui, j'enchaîne une journée de travail de 8 heures, par exemple en moyenne, avec derrière peut-être 3-4 heures pour créer du contenu, pour vous filmer des choses et tout ça. Donc évidemment, c'est de l'usage extrêmement intensif, et comme tout le matériel que je vous montre toujours et qui est autour de moi, c'est du matériel qui peut-être coûte parfois un peu cher à l'usage, mais qui est adapté à un usage, on va dire, assez avancé, qui doit tenir le choc, qui doit être productif, donc qui doit avoir des capacités qui vont au-delà du simple usage de base, parce que c'est un usage pro, et donc forcément, il doit suivre la cadence. Pour autant, cet écran, même s'il est dans une catégorie pro, il a aussi des capacités pseudo-gaming, puisque c'est aussi un écran 120 Hz, donc on a des possibilités de jouer. Alors, on n'est pas sur du 240 Hz avec des temps de latence extraordinaires. Il a aussi des petites faiblesses dans ce mode 120 Hz, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même un écran à vocation, on va dire, pro, pour faire du montage vidéo, même de la retouche photo, puisqu'il est calibré d'usine, qui peut quand même vous emmener dans le monde du gaming, et ça m'intéresse, puisque j'ai aussi envie de me détendre. Alors parfois c'est très bien aussi de quitter son écran, d'aller faire un tour, mais quand on veut sortir un petit jeu vidéo ou quelque chose comme ça, c'est très sympa aussi d'avoir un écran sur lequel compter. L'autre chose aussi qui est très important, et on le voit ici, Thunderbolt Hub, c'est qu'il est Thunderbolt actuellement. Alors j'ai essayé de ranger mes câbles au mieux, mais comme c'est temporaire, évidemment je vais pas m'embêter à tout bien ranger dans des gaines, mais parmi tous ces câbles qui sortent ici par le pied, vous avez un des câbles qui part ici, sur cette machine, qui est aussi une machine que m'a prêté Dell pour quelques semaines, donc elle, j'aurai un petit peu moins longtemps que l'écran, mais ça me permettra de me faire un avis aussi dessus. Donc c'est un XPS 13 avec le nouveau Core Ultra 7 de deuxième génération, Core Ultra 2, de chez Intel. Donc c'est le même XPS 13 que j'ai pu vous tester en version Qualcomm. Si vous vous rappelez, il y avait l'autocollant Qualcomm ici, mais ici avec la variante Intel. Qui dit Intel dit x86, donc meilleure compatibilité avec les périphériques et les applications. Par contre,
un peu moins d'autonomie et des performances un tout petit peu en retrait, mais quand même une belle évolution de la part d'Intel sur ce processeur, et donc le même châssis chez Dell, donc je pourrais en dire à peu près la même chose sur le point de vue Dell en particulier. Et donc vous avez ce câble unique ici qui est un câble Thunderbolt 4 qui permet une charge 140 watts, c'est l'écran qui fait la charge 140 watts, alors lui il n'a pas besoin de 140 watts, mais vous pouvez brancher par exemple la machine HP qui se trouve en dessous, qui elle a besoin des 140 watts parce que c'est une machine qui est assez monstrueuse en termes de puissance, donc a besoin qui consomme en fait beaucoup. Donc du 140 watts, mais aussi donc évidemment ça envoie tout l'USB, le signal vidéo en DisplayPort, tout ce qui va bien pour que l'écran soit alimenté. Actuellement c'est cette machine qui est donc rechargée et tout est connecté dessus, la webcam, clavier, souris, le hub et compagnie, l'audio, donc tout est connecté dessus. Donc c'est aussi un centre multimédia, on va dire, avec donc ce hub qui est KVM, donc vous avez une sortie USB qui part vers la prise Thunderbolt, et vous avez sinon un autre câble USB qui peut alimenter une autre machine, donc vous pouvez switcher comme ça entre deux machines automatiquement quand vous changez de sortie vidéo. Cet écran, il est aussi, et c'est très important pour moi, 4K. Alors quand je dis 4K, il est comme il est ultra wide, il est évidemment au-delà du 4K, on est sur du 5120 en horizontal, sur 2160 en vertical. Le 2160, c'est du 4K. Donc ça veut dire que ici, en hauteur, vous avez exactement le nombre de pixels qu'il faut pour afficher une image 4K. Alors évidemment, comme l'écran est très large, l'image 4K sera centrée, si vous regardez par exemple un film, donc vous aurez des bandes noires sur le côté, mais au moins vous affichez une image 4K sur la dalle en fait, sans avoir besoin de la redimensionner. Ça c'est génial. Alors évidemment il y a des écrans qui vont au-delà, mais ça coûte encore plus cher. Moi le minimum que je veux sur un écran de maintenant, c'est un écran qui a du 4K en fait natif, du 2160p en tout cas, en définition verticale. Donc cet écran en plus coche ces cases. Alors évidemment vous pouvez pas mettre deux écrans 4K côte à côte, mais là je vous ai mis un cas de figure où j'ai deux applications côte à côte, et vous voyez que ça remplace avantageusement deux écrans. Alors, bien sûr, on a aussi l'inconvénient d'avoir un seul écran par rapport à deux écrans, c'est qu'on peut pas en faire ce qu'on veut en termes de disposition, hein, on peut pas en avoir l'un au-dessus de l'autre, etc. Mais on peut mettre quand même deux applications côte à côte, et l'inconvénient aussi, c'est que, évidemment, si on a une panne matérielle, on perd tout son affichage. Quand on a deux écrans, on a toujours cette sécurité d'avoir au moins un écran peut-être qui tient le coup. Mais en tout cas, vous voyez qu'en 3,5, je pense à peu près, 3 pour 2, on a à peu près deux applications côte à côte, et c'est extrêmement intéressant en termes de productivité quand on doit, comme ça, manipuler des applications qui n'ont pas besoin d'être en pleine largeur. C'est assez agréable. Je fais aussi du montage vidéo, je vous montrerai ce que ça fait avec une timeline sur DaVinci Resolve. Par contre, j'utilise en ultra wide, et là c'est très très pratique. De l'HDMI, du DisplayPort, de l'USB-C, avec en plus Thunderbolt 4, et la quatrième génération de Thunderbolt, c'est super cool. Un écran qui consomme finalement assez peu en termes d'énergie, qui peut recharger une machine si vous la branchez en USB-C ou en Thunderbolt, donc ça c'est pratique aussi. KVM, donc c'est génial. Super menu aussi ergonomique, quand on appuie sur le petit menu, on peut facilement changer les entrées, et le menu s'affiche en surincrustation exactement là où on a les entrées, donc c'est vraiment très pratique. On va repartir dans l'ordre des choses, je vais vous montrer vite fait le déballage, la mise en place, ce qu'on a comme connectique à l'arrière. Quelques exemples d'utilisation en applicatif, en jeu vidéo. Mon avis personnel en termes de points positifs, points négatifs, et on conclura là-dessus. Mais je vous le redis une dernière fois si c'était pas clair, pour moi, pour mon usage personnel, voilà, c'est l'écran qui... Le seul, en fait, petit bémol, c'est le tarif. Sinon, il coche toutes les cases en termes d'usage. C'est un écran qui est parfait pour mon utilisation pro, qui est parfait pour mon utilisation personnelle, qui me permet même de m'accompagner sur du gaming, alors pas du gaming compétitif, mais je peux quand même jouer dans de très bonnes conditions, beaucoup mieux en tout cas que je pouvais le faire avec mes écrans précédents, donc c'est vraiment idéal, et surtout, il rentre exactement sur mon bureau, sans avoir besoin de pousser mes enceintes ou de déplacer mes enceintes, donc je garde un super son, je garde une très belle image, sans que ce soit moche, sans que ce soit mal intégré. Bon, voilà, après ça, le pied, peut-être, si je faisais l'achat, je le remplacerais parce que je ne le trouve pas hyper élégant, mais voilà, ça on verra dans les petits détails, plus et moins, que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et surtout, il est compatible avec tous mes usages que j'ai autour, donc pour filmer des vidéos, pour travailler, pour jouer. Donc voilà, c'est très très rare, en fait, qu'un matériel coche autant de cases quand je le teste, et donc je suis très content d'avoir eu l'occasion de l'évaluer, parce que sinon je pense que je serais passé à côté, parce que rien qu'en voyant le prix, je me serais dit non, je vais regarder pour d'autres modèles, et j'aurais peut-être même pas regardé des tests ou des articles en parlant, parce que je me serais dit que c'était pas forcément adapté à ce que je recherche, et je me serais trompé, parce que c'est vraiment un super écran. J'ai pris un mètre pour vous montrer. On est sur plus d'un mètre en termes de longueur, vous voyez qu'on est sur 109. La profondeur du carton, c'est un point de détail, on va dire, sur ce carton, puisque c'est 24 cm. La hauteur, si
si je coince le mètre en bas, si j'y arrive, on est sur, ici vous voyez, 53 cm. Autrement dit, même si vous avez des poignées de chaque côté, une ici, une de l'autre côté, n'espérez pas le tenir de chaque côté, ou alors il faut vraiment bien étendre les bras. Tenez-le à la verticale, c'est pas hyper lourd, mais c'est quand même très encombrant. Et faites attention parce que ça reste, mine de rien, un petit peu fragile, même si la protection est conçue pour protéger l'écran. Il y a quelques caractéristiques sur l'écran, dimension, tout ça, je vous les mets là. Comme ça, vous mettez en pause si ça vous intéresse. Comment on déballe l'écran, faites très attention d'avoir le carton à plat, et c'est ce que je vais faire dans un instant. Sur le côté, pareil, vous avez les indications techniques, dont la définition de l'écran, la taille 40 pouces, le DCI-P3 couvert à 99%, le 100% sRGB, les 120 Hz, l'IPS Black, le fait qu'il est Thunderbolt et certifié VESA Display HDR 600. Donc voilà à quoi ça ressemble dedans. On a les différents câbles, donc je vous l'ai dit, hein, c'est emballé avec des caoutchoucs, enfin des élastiques, parce que forcément il a déjà utilisé. Donc câble d'alimentation, câble USB de charge, donc un câble vous voyez qui est super épais pour pouvoir supporter la charge. Câble HDMI qui doit faire 1,50 m. Le câble ici USB-C, USB type A pour le dock. Et ici le câble DisplayPort. Ici, vous avez le feuillet de fascicule, documentation technique et compagnie. Donc ça, c'est vraiment du détail. La courbe de calibrage de l'écran. Donc vous avez ici le fait que l'écran est précalibré d'usine avec des excellents résultats. On voit ici tous les delta E qui sont inférieurs à 2. Largement inférieur à 2 et c'est exceptionnel pour un écran évidemment. Ce type de précalibrage d'usine, forcément vous êtes face à un écran de qualité. Le label énergie, et puis ici quelques informations, caractéristiques et comment on met en place le produit, en particulier le pied, comment on assemble le pied avec le système de verrouillage, mais si vous êtes habitué à installer un écran, normalement vous savez comment on s'y prend. Et puis ici, tout ce qui est service, mise au rebut, garantie, des choses de ce type-là. Tout est écrit, hein, donc comme ça, vous suivez dans les étapes et normalement vous ne perdez pas. Donc on commence par le commencement, le 1, c'est emballé dans un papier et vous avez donc un pied. Pied finition ici plastique, mais derrière c'est du métal hein, pour alourdir la base, patin en caoutchouc. Donc un pied relativement lourd, il restera évidemment le support à fixer dessus. Le 2, c'est ici, donc on ouvre et on récupère. Et évidemment on va voir la suite du pied avec le bras. Finition toujours plastique mais métallisé gris. La fixation pour l'écran et en bas le support pour mettre sur le pied. C'est évidemment ultra standard sur tous les écrans. Le pas de vis du pied qui est ici, la base qui est là. Vous mettez l'un dans l'autre. Et ici vous avez la petite vis de serrage. C'est une vis à main. Il suffit de la serrer donc de manière raisonnablement forte. Mais pas besoin d'aller chercher le tournevis. On voit que le pied tourne. On voit ici le système en dessous. Donc on serre un bon coup, on rabat et c'est bon, la base et le pied sont prêts. Normalement on en a fini pour le premier étage. Tout ça, ça reste du rembourrage pour protéger évidemment la bête qui est en dessous. Donc évidemment vous avez ici différentes indications pour bien vous expliquer de ne pas tenir directement l'écran, sinon vous risquez de le fendre. Et quelques indications ici pour vous dire que la première étape c'est d'entrouvrir comme ça le plastique à l'arrière et de venir éclipser le pied, le bras que vous venez d'assembler directement ici sur la base. Ça va vous permettre de le sortir du carton sans appuyer du tout sur la dalle et donc de ne faire prendre aucun risque à la dalle, donc de ne pas risquer de la fendre. Donc on prend le pied qu'on a assemblé, on vient fixer les deux griffes dans le haut. Alors évidemment c'est caché par le plastique qui est là, mais vous voyez ici je viens de clipser la base. On a ici le bouton de release que je vous montrerai plus tard, mais c'est bien clipsé, il n'y a pas de souci. On peut ensuite tirer et sortir de la dalle. Ça donne donc un écran qui est dans son écran en carton. On a deux parties coulissantes à faire sauter de chaque côté. Et ensuite le papier, l'espèce de pseudo-papier plastique de protection, donc pour enlever la protection de la dalle, protection anti-rayures, et en plus une mousse pour éviter que la dalle soit rayée. Et voilà, donc l'écran est sorti, et vous voyez qu'avec toutes ces précautions, normalement, que ce soit pour un envoi initial ou même pas après coup, si vous revendez l'écran, etc., vous voyez que la dalle est normalement très très bien protégée. Je vous ai mis l'écran sur mon bureau, mais dos à la route. Évidemment, ça ne s'utilise pas comme ça, sinon ça serait pas super pratique, mais ça vous permet de voir l'arrière de l'écran et les connectiques, ce qui est super important pour ce type d'écran assez haut de gamme. Donc on a une finition très classique chez Dell, donc si vous êtes habitué
aux machines de chez Dell, que ce soit les ordinateurs ou les accessoires, on est sur ce type de finition. Par contre, attention, c'est une finition plastique, tout est en plastique partout. Imitation métal, imitation aluminium, les couleurs que vous retrouvez traditionnellement chez Dell pour les boîtiers, enfin les ordinateurs en alu, finition comme ça, couleur alu. Donc c'est très classique, logo Dell sur l'arrière qui ne s'allume pas, on n'est pas chez Alienware, on est donc sur des gammes pro ou grand public, suivant de toute façon qui l'achète, mais c'est quand même une gamme qui est plutôt orientée secteur pro, donc pour des gens qui ont des budgets, qui veulent des machines un petit peu poussées ou des accessoires, des périphériques un petit peu pointus. Donc on n'a pas d'arrière coloré, de LED de partout, etc. C'est très classique. Le seul point où pour une fois un écran gaming fait mieux qu'un écran pro, c'est sur ce trou qui est ici, trou béant, qui n'a pas de plaque de fermeture. J'ai cherché dans la boîte, je vais vérifier dans le manuel si jamais je me trompe, mais je pense pas me tromper. Vous ne pouvez pas fermer cette partie-là. Avec un truc propre, avec une sortie passe-câble, un truc sympa. Alors évidemment, la plupart du temps, si vous mettez l'écran enfin face à vous, en fait, donc face à un mur, enfin dos au mur, il n'y aura pas de souci particulier. Par contre, si vous êtes en open space, si vous êtes ici sur un bureau qui est ouvert sur le reste d'une pièce, c'est pas super élégant, vous avez une sortie ici, un passe-câble dans le pied, et ça aurait été quand même super agréable d'avoir quelque chose pour cacher les câbles et bah, voilà, faire en sorte qu'on les voit le moins possible avec, derrière vous pouvez les masquer un petit peu, quelque chose de propre. Sinon pour le reste, donc le bras il est évidemment articulé, donc là je le fais à une main, l'écran on dirait qu'il est sur un petit nuage, c'est très facile à articuler. La finition est un tout petit peu différente, ça reste du plastique, mais vous avez cette petite finition un petit peu métal brossé, arrondi comme ça sur le dessus, c'est assez joli. La fixation c'est une fixation VESA, mais ici on est sur un pied évidemment propriétaire Dell. Bouton pour relâcher la fixation du bras. Et ensuite, donc sur l'arrière, on est sur quelque chose d'assez classique. Bouton on-off ici en bas à droite, donc quand vous avez l'écran face à vous. Le petit pad, la petite tétine là, de navigation, donc haut, bas, droite et gauche évidemment, puisqu'il faut tout inverser. Hein. Et puis évidemment, c'est cliquable pour valider la sélection. Vous avez ici le lock Kensington, donc le verrouillage Kensington, donc pour l'antivol. Ça permet de verrouiller, puisque ça va être en gros ce qui va rester dans un bureau par exemple, puisque vous ramenez par exemple le soir l'ordinateur portable chez vous, qui est votre outil de travail, et quand vous arrivez le matin, bah, vous branchez directement sur l'écran votre ordinateur. Donc en fait c'est ça qu'il faut verrouiller sur le bureau. Vous avez à côté donc la prise d'alimentation qui est très standard, hein, c'est une alimentation tout à fait classique, le service tag et compagnie pour l'écran. Vous avez donc le port entrée HDMI et à côté l'entrée DisplayPort, donc les deux gros connecteurs qui sont ici. On va de toute façon passer de l'autre côté pour mieux les voir. Et à côté, donc je répète, de l'HDMI et du DisplayPort, vous avez trois connecteurs USB-C plus encore de l'USB par là et de l'USB par là. Donc on peut vite s'en mêler. Ce que j'ai compris de cet écran, c'est que vous avez le plus important, c'est ce deuxième connecteur ici, HDMI, qui est on voit ici, c'est marqué HDMI, vous avez le logo Thunderbolt, donc l'éclair avec un écran, enfin un petit ordinateur portable, c'est la partie recharge 140 watts de ce que j'ai compris en Thunderbolt, donc avec la possibilité de partager plusieurs écrans et compagnie. De ce que j'ai compris, l'USB qui est là, c'est du daisy chain pour aller vers un autre écran, si vous voulez faire du multi-écran, mais bon, vu la taille de l'écran, je sais pas si c'est ce que vous allez faire comme opération principale, mais si vous voulez avoir deux écrans de ce type-là, l'un au-dessus de l'autre par exemple, ou un deuxième écran à côté, vous pouvez, au lieu de tirer deux câbles depuis votre machine, vous pouvez faire un chaînage à partir de cet écran. La prise USB-C qui est ici, elle est associée en fait au reste de la connectique. C'est une prise qui permet de gérer le hub en fait USB et les autres appareils. Donc vous avez des ports USB type A, donc vous en avez trois, donc un qui a un CVA et c'est des connecteurs 10 gigabits. Vous avez encore un USB A 10 gigabits, une sortie jack 3 mm 5, donc vous avez directement une sortie audio pour faire le nécessaire, et ici une prise gigabit Ethernet pour avoir du réseau filaire, si jamais vous voulez avoir du réseau filaire. Alors pourquoi il y a tout ça sur un écran? Si vous connaissez ma chaîne, vous connaissez déjà le principe, tout ce qui est hub, USB et Thunderbolt, c'est tout simplement parce que tout ce que vous avez ici, vous pouvez l'envoyer vers votre, par exemple, ordinateur portable que vous branchez en USB-C via le Thunderbolt en particulier.
L'ordinateur portable envoie le signal vidéo, et sur le flux remontant du câble USB-C, vous avez la charge USB-C, donc ce qui permet de garder la machine chargée, et vous avez en plus le partage de tout ce qui est ici, donc un espèce de hub USB. En plus, ça peut servir de switch, donc d'espèce de KVM, si vous branchez par exemple deux machines dessus, vous pouvez avoir éventuellement la possibilité de faire ce switch KVM si vous branchez clavier et souris dessus. C'est très pratique à faire. Alors vous allez me dire, il manque peut-être un petit peu de port USB pour pouvoir facilement interagir avec, parce que là on est sur l'arrière, je vais vous montrer, il faut que je retourne l'écran pour pouvoir vous montrer ça, mais on va d'abord finir sur l'arrière de l'écran. Donc sur le dessus ici, on le verra aussi sur le devant, mais là vous avez un petit truc particulier que je vais vous montrer en éclairant un petit peu différemment. Vous voyez ici, c'est un capteur de luminosité. Donc tout le dessus de l'écran qui est là, c'est une grille plastique noire de ventilation, donc pour faire échapper la chaleur, sauf ce petit endroit-là où vous avez donc capteur de luminosité. Alors il faut faire très attention avec les capteurs de luminosité, puisque ça peut faire varier la luminosité automatiquement, c'est très bien dans des contextes où vous avez des gros changements de luminosité, mais c'est aussi mauvais en termes de calibrage colorimétrique, donc attention, désactivez ça si vous voulez faire de la retouche photo, de la retouche vidéo. Sur les côtés, alors je vais vous montrer plutôt de l'autre côté, puisque ce sera plus facile avec l'éclairage. Mais vous voyez, c'est le plastique granuleux noir mat de chez Dell, donc très classique, avec les ventilations. Vous avez la même chose en dessous, on ne le voit pas vraiment, mais vous avez vu tout à l'heure, tout le dessous ici, c'est des grilles de ventilation du noir mat, très classique. Le passe-câble, ici, donc avec l'espèce de petite pente qu'on voit là, donc qui permet de récupérer les câbles qui viennent de l'écran et de les faire sortir proprement à la base de ce pied. Donc ce ne sera pas caché, mais ça restera propre. Et ensuite, vous avez les différents réglages de l'écran, donc vous voyez que si je le fais bouger, il peut bouger dans ce sens-là, en rotation comme ça, et en hauteur il était bloqué, donc je l'ai débloqué puisqu'il était à fond en haut. Donc il a un contrepoids, donc évidemment il tient à sa place. Pas de rotation évidemment mode portrait, puisque c'est un écran qui a un ratio qui est tellement particulier que ça n'aurait pas de sens. Quelques remarques maintenant sur l'écran lui-même, avant de parler de l'image en tant que telle. Donc, déjà, vous avez vu, c'est un écran qui est assez large, donc faites attention, il ne rentrera pas sur tous les bureaux. Bon, il rentre à merveille entre mes deux enceintes. Je me rends compte qu'il est un tout petit peu de travers, et ça serait plus joli si je le mettais bien droit. Donc, il est vraiment idéal. Il est incurvé, on le voit, je pense, assez facilement. Donc il est incurvé, mais c'est beaucoup moins gênant que l'écran, toujours de chez Dell, donc le Alienware OLED que je vous avais montré, puisque lui, il est incurvé assez peu. On voit que son rayon de courbure est très faible. Peut-être je vais vous mettre de côté, que vous puissiez quand même voir la courbure, mais vous voyez, elle existe et elle est confortable. Et c'est ça que je trouve intéressant par rapport à l'écran de chez Alienware, où la courbure était là, mais pour moi elle ne servait pas l'usage. Là, comme on est sur un écran très large, je pense que c'est important d'avoir un écran légèrement incurvé. Si j'avais deux écrans côte à côte, ils seraient, je pense, pas à plat l'un contre l'autre, ils seraient légèrement ramenés les uns contre les autres, en V en fait. Et le fait d'avoir l'écran incurvé, ça imite en fait ce mode de fonctionnement où vous avez l'écran qui est un petit peu plus proche des yeux, de manière à ce que le regard ne se perde pas quand vous... parce que c'est très large, donc quand vous naviguez comme ça, de la gauche vers la droite de l'écran. En termes de design, il est extrêmement joli cet écran, donc déjà il a l'élégance d'être noir sur la face avant. Alors le logo Dell, c'est discutable, s'il n'était pas là, ça serait pas plus mal, mais il est discret, c'est un tout petit logo Dell, brillant mais foncé, gris foncé sur du noir, donc je sais même pas si on le voit d'ailleurs, je vais me rapprocher pour qu'on le voit, mais il est très discret. Donc voilà, un logo Dell qui est présent mais qui est discret, la bande, enfin le tour est fin sans être très fin, c'est dommage, mais... En même temps, moi, ça me gêne pas beaucoup. C'est vrai que c'est très joli, les écrans très modernes, où vous avez en fait une bordure ultra fine. L'image arrive au bord de l'écran, c'est pas le cas ici. Mais franchement, moi, ça me dérange pas. C'est un détail, on va dire. Ça fait peut-être gagner un petit peu de place, c'est peut-être un petit peu plus élégant, mais c'est pas gênant. C'est un écran qui est un tout petit peu épais aussi. On le voit d'ailleurs, il s'épaissit sur la tranche ici du milieu. Ça, c'est pour l'évacuation de chaleur, évidemment. Donc c'est à voir si c'est quelque chose qui vous dérange. Vous pouvez aussi le fixer au mur, il est compatible VESA. Le pied en lui-même, moi c'est je trouve toujours le gros défaut sur des écrans Dell. Alors j'ai fait au mieux pour cacher les câbles, mais vous voyez que même si le pied est extrêmement bien conçu, j'ai aucun reproche à faire sur le pied. La manière dont les passe-câbles sont faits, forcément les câbles sont visibles, donc ça c'est extrêmement dommage si vous voulez quelque chose de discret. Alors je les ai attachés ensemble, j'ai fait en sorte que ce soit le plus propre possible, mais comme c'est un montage temporaire, je ne vais pas non plus m'embêter à faire trop propre, hein. J'ai fait rapidement pour que je puisse démonter vite fait.
Et le pied, alors le pied il est extrêmement stable, il est pas moche, mais par contre, bah, je trouve qu'il est trop présent sur mon bureau. Donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage, la forme est un petit peu spéciale, cette forme comme ça en biseau, avec l'arrondi devant. C'est voilà, c'est un peu spécial, c'est pas gênant, mais moi je trouve pas ça hyper joli sur mon design. Donc personnellement, je pense que si j'étais amené à conserver l'écran, peut-être j'investirais dans un bras fixé directement sur le bureau pour ne plus avoir de pied, pour que ce soit un peu plus propre sur mon bureau, et pas avoir donc cette grosse pièce grise posée sur mon bureau. Mais il n'y a pas trop de reproches à faire au pied, il est extrêmement bien conçu, il permet de faire pivoter l'écran dans toutes les directions, donc c'est pas mal. Et d'ailleurs, je vais vous l'éteindre pour que vous puissiez voir que la dalle est une dalle qui n'est pas glossy, et ça c'est plutôt pas mal. Alors évidemment, jamais on va regarder l'écran dans le noir, hein. C'est pas l'objectif, mais c'est pour vous montrer que c'est des dalles très classiques de chez Dell, vous les connaissez peut-être. Elles sont pas mates, mais elles sont, on va dire, semi-mates, elles sont très peu brillantes, et d'ailleurs c'est amplifié par ma caméra, mais c'est des dalles un tout petit peu lisses, mais un tout petit peu texturées, qui évitent les traitements de reflets, qui accentuent un petit peu le noir. Vous voyez aussi le temps de démarrage, il lui faut quelques secondes pour s'afficher, mais ça reste correct, on va dire 2-3 secondes. Je vous le rallume, je vous le réteins, parce que je sais que moi c'est quelque chose que je regarde, la vitesse de bascule. Ici je suis en Thunderbolt, donc vous voyez qu'on voit l'image qui est là, on voit l'écran qui s'allume, j'appuie sur le bouton que vous avez entendu, et l'image, il lui faut à peu près 5-6 secondes pour qu'elle s'affiche. Ça reste correct, sur Thunderbolt c'est beaucoup plus rapide encore, évidemment quand il est en veille, sur de l'HDMI, du DisplayPort c'est instantané quasiment quand je bouge la souris, donc ça suffit largement, il se réveille vraiment bien. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça va être un détail, mais pour moi, c'est extrêmement important. C'est une grosse différence par rapport à beaucoup d'écrans que j'ai pu tester, des ports USB en façade. Vous avez 2 USB-C et un USB-A, plein débit, donc 10 gigabits seconde. 10 gigabits seconde, ça veut dire que vous pouvez brancher dessus même des disques externes, vous n'aurez pas trop de problèmes de débit, a priori. Vous ne les briderez pas par l'utilisation de ces ports USB. Alors évidemment, on passe par le hub USB interne de la machine, qui part soit dans la prise USB-C que vous branchez sur une machine, soit dans l'USB-C, donc le Thunderbolt 4, qui part vers votre machine via le câble Thunderbolt 4. Donc à vous de voir comment vous voulez ensuite exploiter. C'est branché aussi sur le KVM, donc ça bascule tout seul. Et le gros point qui est positif, c'est pour les gens qui ne veulent pas de port USB-C visible, ou de port même USB visible en façade, bah vous pouvez les escamoter. C'est bien conçu, alors je sais pas si ça tombe en panne rapidement si vous jouez avec ça toute la journée, mais en tout cas, si vous faites un choix d'avoir ou de ne pas avoir des ports USB-C à la demande, bah ils sont là ou ils sont pas là. Moi j'y ai branché ma clé, donc évidemment quand on branche dessus quelque chose, on ne peut plus remonter l'ensemble. Ça me paraît un peu normal, hein, mais c'est pour que vous fassiez une idée de ce à quoi ça ressemble. Et l'autre truc qui est aussi intéressant, c'est qu'ils sont en retrait, ce qui fait que même si vous branchez quelque chose, comme un petit dongle, ça ne dépasse pas sur le devant de l'écran, c'est très propre. Donc moi, c'est une très bonne surprise, ces ports USB escamotables. Déjà, ils sont présents en façade, et ça, c'est une grosse demande que j'ai sur les écrans. Il y a beaucoup d'écrans qui n'ont pas de port sur le devant, des fois un sur le côté, mais difficile d'accès, ou sur le dessous. Ici, c'est génial d'avoir des ports très faciles d'accès, bien visibles, mais quand on veut justement qu'ils ne soient pas visibles, qu'on a envie que ce soit propre, on les enlève, et il n'y a plus de soucis, on voit plus de ports, c'est joli. Voilà, donc pour moi, ça c'est peut-être un gadget sur un écran, mais avoir des ports en façade, c'est un gros bonus, et en plus les avoir conçus escamotables pour gérer toutes les situations, c'est un gros point positif. Donc voilà en ce qui concerne mécaniquement, esthétiquement, ce que je pouvais dire de l'écran. Vous voyez que c'est une belle pièce posée sur un bureau. Le plus important, ça reste quand même ce qu'il est capable de faire en termes de composants dedans, donc en termes d'image et de son, et ça c'est pas mal aussi. Mais on voit quand même que c'est un bel écran. À regarder, même éteint, c'est un bel écran. Je vais vous présenter les menus. Évidemment, si ça ne vous intéresse pas, la vidéo est chapitrée, vous pouvez très facilement passer à autre chose. Pour les menus, c'est extrêmement simple, donc je dois avoir la main derrière l'écran. Je vous l'ai dit, il y a le pad cliquable. Si j'appuie sur le pad, vous voyez ici le menu. Gauche-droite, ça navigue dans les menus rapides, qui vous permet d'aller très vite dans les modes de pré-réglage, les sources, les infos d'affichage, la luminosité auto, la luminosité contraste et des choses comme ça, mais ça c'est réglable, c'est à vous de décider. Si je fais bas, ça sort du menu, et de la même manière si je fais haut ici, je vais dans le menu complet, et vous voyez ici le raccourci qui vous permet de dire haut, bas, gauche, droite, et quand on appuie ça fait OK. Le contenu de ce menu qui est quand même très complet, vous avez sur la gauche ici les principes
principaux sous-menus, des grands groupes que vous pouvez régler. Donc certains sont accessibles ou pas en fonction de vos sources, en fonction de ce que vous affichez. Si vous avez du HDR, des choses comme ça par exemple, je vous les montrerai, ou je vous montrerai, je sais pas dans quel ordre je ferai le montage, mais ça bloque la luminosité, le contraste et tout ça pour faire un rendu conforme HDR. Par contre dans d'autres cas, vous avez la possibilité de régler luminosité, contraste et des choses comme ça. Donc le premier groupe c'est luminosité contraste, vous pouvez régler la luminosité avec la possibilité d'activer la luminosité manuellement, le contraste manuellement, mais vous avez aussi un mode automatique qui est très pratique quand on travaille. Moi je sais que je l'aime bien l'activer quand je travaille, je fais de la bureautique ou de la programmation. Par contre, je vous conseille encore une fois de le désactiver si vous faites de l'édition de photos ou du montage vidéo, parce que ça va fausser la colorimétrie de l'écran, et donc vous ne pourrez pas lui faire confiance. Vous avez aussi des niveaux de plage de luminosité auto que vous pouvez régler, donc pour la force en fait de la luminosité auto, la température de couleur en automatique, la synchro avec un moniteur et réinitialiser les réglages. Vous pouvez basculer de source, alors il y a d'autres moyens de le faire, mais vous pouvez le faire depuis ce menu-là. Vous pouvez aussi renommer vos entrées, et ça c'est pas mal, vous pouvez renommer Thunderbolt, DisplayPort, HDMI, et donc si vous utilisez cet écran dans un contexte particulier où par exemple le Thunderbolt c'est votre ordinateur portable, le DisplayPort c'est votre machine de jeu, ou votre machine de bureau plutôt, et l'HDMI c'est votre console de jeu, vous pouvez les renommer de manière à avoir directement le nom qui apparaît dessus. Vous avez aussi la sélection automatique, donc une bascule automatique des entrées, donc soit vous l'allumez, soit vous l'éteignez. Dans ce cas-là, l'écran ne basculera pas, évidemment, si c'est éteint, et ça évitera de changer de source temporairement, on va dire, si votre écran se met en veille et se rallume après. Ça peut être pénible dans certaines situations. Les réglages pour le Thunderbolt en particulier, est-ce que vous voulez notifier que vous avez d'autres entrées disponibles quand l'entrée Thunderbolt s'active, ou commuter par défaut ou éteindre par défaut. Pareil pour DisplayPort HDMI, ce sont deux groupes, je vous le répète. Thunderbolt, c'est un groupe de fonctionnement avec tout l'USB qui part sur le Thunderbolt. DisplayPort HDMI, au niveau du KVM, c'est un autre groupe. Donc vous avez soit DisplayPort, soit HDMI, qui est considéré comme un autre type d'entrée vidéo. Et pareil, vous avez ici la commutation pour l'USB associé, puis les réinitialisations des réglages. Réglage des couleurs, donc ça c'est pareil, c'est extrêmement important. Vous avez plein de réglages colorimétriques. Alors je vous les mets pas tous, mais vous pouvez entre autres avoir des espaces colorimétriques ici, sRGB, BT709, DCI-P3 et DisplayP3 pour les espaces colorimétriques, en gros pour la retouche photo, le montage vidéo, mais aussi les réglages perso. Ça c'est très important si vous voulez faire, si vous voulez calibrer en fait votre écran avec une sonde, comme ça vous pouvez aller dans les réglages manuels, et pareil, vous avez différents modes d'entrée pour la couleur. Au niveau des proportions d'affichage aussi, c'est un écran 21/9, mais vous pouvez changer son mode d'affichage. Si vous avez une source qui est pas, une entrée en tout cas qui est pas compatible, vous pouvez le forcer. La finesse, donc ça c'est pour le gain de netteté. Les temps de réponse, vous avez normal ou rapide, vous passez à 5 millisecondes je crois en rapide, en normal vous êtes à 8 millisecondes, quelque chose comme ça. Smart HDR, donc qui permet, comme beaucoup d'écrans, de basculer automatiquement en mode HDR, donc soit film, soit jeu, soit la norme certifiée, le display HDR 600, soit de le désactiver, donc l'éteint avec la petite feuille qui permet des économies d'énergie. La connexion en cascade Thunderbolt, donc ça je vous en ai parlé, il est équipé d'un autre port Thunderbolt qui permet de chaîner avec un autre écran, et dans ce cas-là, vous pouvez brancher un câble USB-C Thunderbolt sur l'autre écran et donc gérer cette cascade d'affichage, et vous pouvez toujours réinitialiser, et vous avez, quand vous êtes en cascade Thunderbolt, la synchro des boutons d'allume, donc vous pouvez, quand vous allumez un écran, allumer les deux écrans, et pareil quand vous éteignez. Le Picture-in-Picture qui est assez intéressant, vous pouvez faire du 50-50 par exemple avec deux sources, le Thunderbolt et l'HDMI, ou l'HDMI et le DisplayPort, ce qui vous permet d'utiliser l'écran comme deux écrans, éventuellement, le scinder en deux, comme ça vous avez deux vrais écrans physiques quelque part, et ça vous permet de l'utiliser comme de manière un peu plus facile que de partager les fenêtres entre un seul écran. À vous de voir ce qui vous correspond. L'USB, donc vous pouvez assigner le DisplayPort, est-ce que vous voulez les entrées Thunderbolt ou l'USB-C, pareil pour l'HDMI, donc ça c'est pour le KVM, et le commutateur Ethernet lié au KVM, ou seulement sur demande manuellement en fait basculer ou pas. L'Ethernet est en 2,5 gigabits Ethernet, j'étais étonné quand j'ai vu l'info, mais c'est encore plus intéressant que ce que je pensais, puisque ça vous permet vraiment d'avoir un bon débit sur la machine sur laquelle vous connectez
l'Ethernet, et puis derrière vous avez des connexions 10 gigabits seconde, donc c'est tout à fait intéressant. Et vous avez un guide KVM qui vous permet de vous aider à configurer la machine pour le KVM et puis à faire quelques réglages. Et puis ensuite, vous pouvez aussi lui demander d'arrêter d'afficher ces menus-là pour que, une fois que vous avez tout réglé, il fasse ses bascules sans rien vous demander. Les haut-parleurs sont intégrés dans la machine, vous pouvez régler le volume et vous pouvez les désactiver si vous voulez pas du tout les utiliser, ça pourrait être mon cas aussi, mais les haut-parleurs sont pas de trop mauvaise qualité, je peux pas vous faire entendre, enfin je peux vous faire entendre le son pour vous montrer qu'ils sont là, et je vous le montrerai, mais je peux pas vous faire comprendre la qualité sonore, c'est correct. Hein. Franchement, pour regarder une petite vidéo, c'est tout à fait sympa, ou si vous êtes dans un call téléphonique, c'est largement suffisant. Par contre, c'est pas non plus du très bon son, surtout quand on compare avec l'installation audio que j'ai sur mon bureau. Vous pouvez changer la langue des menus, moi j'ai mis en français, la transparence des menus, la minuterie pour automatiquement enlever le menu, le verrouillage des menus et réinitialiser cette entrée. Et là, la personnalisation, c'est ce que je vous ai montré à l'instant, enfin au début en tout cas de cette séquence, vous avez donc ces menus ici horizontalement, ça vous pouvez les régler donc dans cette partie personnalisation, vous choisissez ce que vous voulez régler comme, en fait comme touche de raccourci, vous avez 5 raccourcis, enfin 5 entrées raccourcis. Le réglage, qu'est-ce que vous voulez pour le bouton d'alimentation, donc moi ce que j'ai dit c'est qu'il s'éteint ici quand l'écran est allumé, donc vous voyez qu'il est éteint actuellement et quand l'écran est éteint il s'allume. Je trouve que c'est plus agréable qu'avoir l'inverse, mais vous pouvez régler autrement, comme vous voulez. La charge USB-C, donc vous pouvez conserver la charge pendant que l'écran est éteint, ou lui demander d'éteindre la charge quand l'écran s'éteint. Et puis vous avez toutes les autres chargements USB, c'est pareil, comme vous avez d'autres ports qui rechargent, eh bien vous pouvez aussi configurer si ça reste actif quand l'écran est éteint, ou si ça reste non actif, donc ça préserve l'énergie. Vous avez quelques petits réglages ici sur la dalle, donc qu'est-ce qu'elle supporte en termes de mode de rendu, conditionnement LCD, les autodiagnostics, si vous avez une panne quelconque, vous pouvez comme ça afficher des panneaux de couleurs. Je vais vous montrer vite fait ce que ça donne. Donc ça, vous avez un écran noir, un écran blanc, un écran rouge, un écran vert, un écran bleu, et à nouveau un écran noir. Donc hop, et vous avez aussi, je vous montre comme ça, un affichage de texte. Et enfin, et ça vous servira certainement plus souvent que vous ne le pensez, les infos d'affichage, ici, alors il y a un raccourci rapide aussi évidemment, mais ici vous avez la confirmation de ce qui s'affiche sur la dalle, donc vous voyez ici, on voit que je suis sur l'entrée DisplayPort, on voit que je suis en 5120 par 2160 120 Hz 24 bits, sur le Thunderbolt, enfin j'ai les capacités Thunderbolt et tout ça, et on voit ce qui est réglé avec le firmware, si vous voulez mettre à jour. Donc voilà, vous avez des infos sur ce que peut afficher l'écran, et vous avez aussi le mode de support si vous voulez pouvoir vous aider derrière à gérer le KVM. Vous avez aussi sur le menu une petite aide pour vous aider au mode KVM et à la connexion cascade Thunderbolt. Donc voilà, le menu est extrêmement complet et j'espère que j'ai pu vous montrer qu'il est aussi extrêmement pratique d'usage. Le pad à l'arrière, ici, puisque j'ai la main depuis tout à l'heure, à l'arrière en train de régler le menu, c'est très facile d'usage. Vous avez de toute façon le petit rappel ici. Alors évidemment, si l'écran était tactile, si vous aviez un pad en façade, ça serait peut-être plus facile ou plus pratique, mais ça reste quand même extrêmement facile d'usage. Moi je trouve qu'il n'y a pas de gros reproches en termes d'ergonomie, ni en termes de contenu. C'est complet. Il y a tout ce qu'il faut et c'est facile d'accès. L'autre truc aussi notable sur cet écran, c'est la présence de haut-parleurs. Donc les haut-parleurs, je pense qu'ils sont orientés vers le bas. J'imagine que c'est ça. Ils sonnent vraiment bien. Je vais vous faire écouter ça tout de suite. Je les ai réglés à 75% en termes de volume. Donc c'est pareil, vous pouvez régler le volume directement ici dans le menu, dans la partie audio. Vous pouvez les désactiver. Mais c'est juste pour régler le volume maximal. Pour moi, le réglage du volume se fait depuis le clavier, donc depuis les réglages Windows. Là, ici, c'est juste pour le volume maximal. J'ai mis à 75% parce que ça sature pas. Et on va basculer sur ma voix qui sort des haut-parleurs, comme ça vous allez entendre ce que ça donne. Vous avez bien un reCAPTCHA qui se pose. Alors je peux vous montrer en gros en quoi ça consiste. Donc ici on est sur ma page homepage fournie par mon reverse proxy. Je fais un reverse CLI Decision. Voilà, donc c'est plutôt pas mal en termes de volume, en termes de qualité. Et si vous suivez une vidéo, si vous avez une conférence par exemple et que vous voulez être en main libre pour éviter d'avoir un casque sur les oreilles, c'est vraiment très agréable. Maintenant, évidemment, vous avez vu ce que j'ai sur mon bureau, j'ai de l'audio high-res de très haut débit avec des haut-parleurs qui suivent vraiment bien
en termes de volume et de qualité sonore, donc évidemment, c'est incomparable. Mais ça dépanne vraiment, et c'est toujours mieux d'avoir des bons haut-parleurs dans un écran, ce qui vous permet d'avoir du son en continu pour les petites notifications Windows et les utilisations du quotidien, ce qui m'évite d'avoir allumé tout le temps l'ampli. Maintenant, du coup, j'allume l'ampli quand j'ai besoin d'avoir du bon son pour écouter de la musique, pour regarder une bonne vidéo, un film, un truc comme ça, ou pour jouer. Là, j'allume l'ampli. Mais sinon, je me contente largement des haut-parleurs intégrés dans l'écran, et le son est correct. Il faut évidemment que je vous parle de la dalle, parce que c'est super important de vous évoquer la technologie de la dalle. Donc c'est une dalle IPS Black. IPS Black chez Dell, c'est une dalle IPS avec des accentuations sur les noirs, donc des noirs un peu plus profonds de 35% d'après leur brochure commerciale. Je ne sais pas à quel point c'est vrai, puisque je n'ai pas de dalle IPS classique à mettre à côté pour vérifier ça, mais c'est vrai qu'elle a quand même une bonne profondeur des noirs. On le voit ici, hein, sur un gris et sur un noir. C'est quand même un rendu de qualité, là-dessus il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la diagonale est réelle et de 39,7 pouces, donc on est quasiment sur du 40 pouces. Donc je vous l'ai dit, 5120 par 2160 natif, c'est du 120 Hz, avec une latence de 8 millisecondes pour la dalle au total en mode normal, 5 millisecondes en mode rapide, donc pour le jeu vidéo. Ce qu'il faut aussi savoir sur cette dalle, c'est que, et on le voit un petit peu plus bas ici, c'est que vous avez 99% de la couverture colorimétrique DCI-P3 à DisplayP3. Par contre, vous n'avez pas, je crois, Rec 2020, des trucs comme ça, qui sont plutôt sur des gammes d'écran pour la retouche photo pro ou pour le montage pro. Donc c'est un petit peu dommage que, en fait, cet écran n'ait pas ces capacités-là. Parce que, mine de rien, moi, c'est aussi un domaine d'activité qui m'intéresse, que ce soit la retouche photo, le montage vidéo. Alors c'est pas très gênant, je pense pas que je me mettrai de toute façon régulièrement sur des profils de ce type-là, mais c'est à noter. C'est vraiment de toute façon un écran qui n'est ni gaming ni montage photo vidéo en vocation principale. C'est l'usage qu'on voit là, hein, l'usage principal du développement, de la création, des choses comme ça. C'est un écran touche à tout à vocation pro. Tant mieux si on peut faire du jeu vidéo, tant mieux si on peut faire par exemple du montage vidéo, de la retouche photo, mais c'est pas sa vocation principale. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est qu'il est calibré d'usine, et qu'en plus, si nécessaire, vous avez, alors c'est ici Dell Color Management, donc en dehors de même d'autres moyens de le calibrer, vous avez des moyens directement natifs avec les applications Dell pour calibrer l'écran, donc pour vérifier son delta E, et aussi pour le recalibrer, et il est compatible avec pas mal de sondes du marché, si vous voulez le recalibrer, donc ça peut être aussi extrêmement intéressant de passer par là. Le revêtement, j'en ai parlé vite fait, mais c'est un revêtement anti-éblouissement, donc ça évite les reflets, dureté 3H. Alors faites attention, c'est quand même un revêtement type plastique, donc il est rayable, il est griffable. Donc il faut faire très attention à pas venir le nettoyer avec des lingettes agressives, des choses comme ça, parce que sinon vous pouvez le griffer. Faites très attention. C'est aussi un écran qui est 140 points par pouce. Si vous regardez donc en termes de définition, c'est vraiment très précis, hein. De toute façon, sur une diagonale comme ça, il faut aller sur des hautes définitions, sinon vous allez avoir du souci, vous allez commencer à avoir des pixels et tout ça, donc il ne faut pas hésiter, quand on monte comme ça sur des grandes diagonales, à monter aussi en définition, sinon on commence à avoir les pixels. Il a aussi un taux de contraste qui est très intéressant en fait, mais c'est parce que c'est un rétroéclairage, il est 2000:1 en mode standard. C'est un rétroéclairage périphérique LED. Donc il est dit local dimming, mais en fait il n'a pas vraiment un local dimming, il peut, je crois, atténuer les zones de rétroéclairage, mais comme c'est périphérique, forcément, il doit aussi préserver une homogénéité de lumière, donc il peut pas faire des miracles. Il n'a pas du full local dimming ou je sais pas quoi, avec une matrice LED où il peut réduire zone par zone, petite zone par petite zone la luminosité, donc il va pas aller très loin. Et je pense que c'est un des axes sur lesquels Dell devrait améliorer la situation. Alors c'est pas un écran qui a besoin de full local dimming ou de low dimming, enfin avec une grille de LED, mais ça serait très intéressant qu'il en soit équipé, et d'une dalle un petit peu meilleure en termes de fluidité, même s'il est les 120 Hz, qu'elle aille un petit peu plus loin pour aller chercher une vraie fluidité 120 Hz. Les angles de vision sont excellents, c'est zoné pour 178 verticales, 178 horizontales. Je sais pas si c'est très utile d'aller se mettre comme ça pour lire un écran, puis là en plus j'ai les reflets de la screen bar, mais de toute façon, les angles de vision sont excellents, même si vous êtes à deux devant l'écran, donc imaginez que vous travaillez peut-être à deux, vous allez être décalé, vous allez être sur le côté, il n'y a aucun souci pour bien voir l'écran, et vous allez avoir une bonne fidélité, une bonne homogénéité de luminosité, il n'y a pas de souci particulier. Il y a quand même la courbure qui est existante,
Donc ça, il faut accepter cette courbure. Moi, je m'y suis fait. C'est vrai que j'aime bien les écrans plats, mais sur une telle diagonale, c'est absolument pas un problème d'avoir une petite courbure. Je trouve même que ça rend l'écran un peu plus agréable à l'usage. Et puis c'est même un peu plus joli à regarder, donc c'est très bien en termes de courbure et tout ça. La luminosité de la dalle, c'est du 450 candela mètre carré, je lis ce qu'il y a ici, 600 candela mètre carré, quand on est en mode HDR, puisque on dépasse le 600 nits en fait. Par contre, la dalle est une dalle 8 bits, alors c'est pas un gros défaut, mais c'est une dalle 8 bits, donc en termes de rendu des couleurs, il faut comprendre qu'on a du 8 bits plus le petit AFRC qui permet d'aller un petit peu plus loin en termes de nombre de couleurs rendues. Voilà, mais c'est pas une dalle 10 bits, c'est pas une dalle 12 bits, donc faites attention là aussi. On n'est pas dans des domaines de retouche photo ou de montage vidéo avec des dalles très précises en termes de rendu de couleurs. Par contre, on est précalibré d'usine, je vous l'ai dit au déballage, je vous le remontre plusieurs fois, mais on est à un delta E inférieur à 2, donc c'est un écran précalibré de très très bonne qualité avec un très bon rendu de couleurs, et qui a des gammes de couleurs qui sont les gammes, on va dire, les plus utilisées, les plus utiles pour faire de l'usage classique, on va dire, de l'écran. Même pour faire de la retouche photo, vous avez normalement ce qu'il faut. Il va pas tout avoir, je vous l'ai dit, Rec 2020 et compagnie, si vous faites du montage vidéo, tout ça, il a pas, mais il a quand même ce qu'il faut pour faire le nécessaire. Séquence consommation électrique, vous le savez si vous suivez mon contenu, c'est quand même une thématique assez importante quand je teste un produit. L'écran est ici éteint, donc j'ai appuyé sur le bouton à l'arrière, en fait le bouton off. On va regarder sous le bureau, malheureusement j'ai pas trouvé d'endroit plus pratique pour mettre le consommètre, et vous voyez que j'ai une consommation d'entre 2 et 3 watts. Ça pourrait s'expliquer si les appareils USB étaient sous tension, mais c'est pas le cas. Par exemple là-haut, j'ai ma lumière, ma screen bar de chez BenQ, et pour autant, quand j'appuie sur le bouton, elle ne s'allume pas. Donc je pense que les périphériques ne sont pas allumés en veille, même si je crois que c'est configurable. Donc j'ai une consommation résiduelle de quelques watts, ce qui n'est pas énorme. Je vais le mettre sous tension, donc il va s'allumer. Donc on va voir normalement le petit voyant ici s'allumer, je vais pouvoir surveiller la consommation, et je vais attendre qu'il retourne en veille, donc on voit ici qu'il est en recherche de signal. Donc en mode recherche de signal, consommation d'une trentaine de watts, donc la dalle est allumée mais n'affiche rien. J'attends quelques secondes et je vous indique la consommation en veille, c'est-à-dire avec le voyant qui clignote. Voilà, donc le voyant clignote, on le voit ici, donc c'est un voyant blanc très discret dont on peut régler le mode de fonctionnement. Donc ici il clignote, il est en veille en attente de signal, et en veille vous voyez qu'il consomme 4 watts. Ce qui n'est pas franchement différent de la consommation off. Donc vous pouvez le laisser en veille, ça ne consomme pas plus que off, ce qui est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Maintenant je vais faire la totale, c'est-à-dire je vais brancher ici directement mon ordinateur portable en Thunderbolt, donc il va être alimenté et il va envoyer le signal sur l'écran. On voit donc l'écran allumé, alors il n'est pas à sa pleine luminosité, mais il est allumé, il alimente donc l'ordinateur portable, et la consommation, elle est de 82, 83, 84 watts, sachant que c'est pas donc que la consommation d'écran, puisque son câble USB-C Thunderbolt alimente l'ordinateur portable. Alors il faut évidemment un câble de bonne qualité, ici c'est du câble Dell, longueur 1m50 ou 1m80, je sais plus ce qui est fourni avec l'écran, mais c'est une bonne longueur déjà. C'est des câbles qui doivent être de grosses sections, parce que alimenté en 140 watts, enfin jusqu'à 140 watts, plus le transit vidéo et tout ce qui est USB, ça consomme quand même pas mal. Maintenant je vais vous montrer donc l'image, mais directement sur mon ordinateur, ce qui va directement enlever la consommation du Thunderbolt, et ça va vous permettre de voir la vraie consommation de l'écran quand on l'utilise juste pour de l'affichage et pas pour alimenter les périphériques qui se trouvent autour de lui. Comme je dois faire la bascule entre l'ordinateur portable et la machine fixe pour vous montrer les consommations réelles de l'écran juste en affichage, j'en profite quand même pour vous montrer le switch KVM et quelques petites informations qui peuvent vous intéresser. Donc ici on est connecté sur toujours l'ordinateur portable, c'est un Core Ultra 7 258V, donc deuxième génération, et la carte graphique c'est une Intel Arc, donc si je vais dans la partie système affichage, je voulais vous montrer quand même des petites informations qui devraient vous intéresser ici. On va dans les paramètres avancés, et vous voyez donc Intel Arc ici. Donc j'ai aussi testé avec mon ordinateur HP ici, qui lui a une Nvidia intégrée, ça fonctionne de la même manière. On est donc sur Windows 11 24H2, donc on a des capacités qui sont particulières. Donc le bureau c'est un 5120 par 2160, et on a une fréquence variable qui est prise en compte. Donc ici vous voyez que sous Windows on est sur une dalle 8 bits, mais on a une fréquence variable de 48-120 Hz, et actuellement le signal envoyé est en 120 Hz. Il supporte aussi du HDR, il est VESA DisplayPort HDR 600, donc vous pouvez activer les propriétés, enfin activer le HDR dessus, et vous avez par défaut ici, il est activé en SDR, donc on le voit, Windows le confirme. Vous pouvez bien sûr régler la fréquence ici,
Donc on voit qu'on peut aller de 30 Hz à 120 Hz. De toute façon, on va rester dans une plage, je pense, pour la plupart des utilisateurs, entre 60 et 120. Et vous avez aussi la compatibilité avec la fréquence dynamique de Windows, en plus de la fréquence dynamique de votre carte graphique si nécessaire. Donc il est à fréquence variable, je ne sais pas si sa plage de fréquence est vraiment 48-120, mais en tout cas c'est ce que Windows est capable de gérer. Si on retourne dans les écrans, vous voyez ici que je peux activer le HDR, donc je l'allume, ça va booster la colorimétrie, mais ça on le refera sur ma machine principale. Donc évidemment ici on change de profil. On est sur un profil de couleur géré par Dell, l'écran passe lui-même dans un autre mode d'affichage, et si je vais ici sur les paramètres avancés, vous voyez qu'on est bien en plage dynamique étendue HDR. On a une luminosité de 604 nits indiquée par ce panneau-là, ce qui correspond en fait à la certification VESA Display HDR 600. C'est très lumineux, c'est très contrasté, c'est très beau quand on joue à des jeux ou quand on regarde un film. De toute façon, ça peut pas transparaître même avec ma caméra, même si j'activais le mode HDR de ma caméra, mais ça accentue quand même fortement les contrastes. Les zones sombres sont vraiment débouchées, les zones lumineuses sont très lumineuses. C'est pas le meilleur mode HDR, on va dire, qu'on peut trouver sur le marché. Évidemment, l'OLED aussi propose une très belle image HDR, mais sur un panneau IPS prévu avant tout pour être tout terrain, touche à tout, c'est quand même quelque chose qui est assez agréable, et puis surtout on perd pas en capacité, on garde la définition native, on garde la fréquence, c'est juste qu'on active en plus un mode HDR, ce qui verrouille aussi quelques réglages, je peux vous les montrer ici, ça verrouille quelques réglages dans le menu, donc en particulier vous voyez que tout ce qui est luminosité, contraste, on perd la capacité de le régler, puisque de toute façon, le but du HDR, c'est de s'interfacer avec la carte graphique et d'afficher le contraste optimum. On voit bien ici, hop, ça vient de disparaître au moment où je fais où je vous le montre. On voit ici, on est bien en HDR 10+, donc c'est un signal HDR 10+, qui est envoyé. C'est ce que fait Windows. Je ne crois pas que cet écran supporte le Dolby Vision, donc a priori, vous n'aurez pas d'envoi de Dolby Vision sur l'écran. Je désactive le HDR et maintenant on va faire une chose super intéressante. Donc vous voyez que mon clavier, ma souris, mais tout le reste aussi, que ce soit la webcam et puis les autres appareils comme ici mon ampli audio, tout est connecté en fait directement sur un hub sur l'écran. Donc si je bouge ma souris, avec le pointeur ici bouge, évidemment la souris est connectée sur cet écran. Mais si je demande de changer de source, donc on va le faire tout de suite, je vais aller ici dans la gestion des source d'entrée ici, et je vais aller sur l'entrée qui est le DisplayPort. Donc là je vais aller sur ma seconde machine. Instantanément, vous allez voir un switch KVM qui va s'opérer. C'est-à-dire que les périphériques USB vont être basculés sur mon autre machine. Donc là, vous voyez qu'on est sur ma seconde machine, ça se voit au fond d'écran qui vient de changer, bon, ça se voit aussi aux icônes qui viennent de changer, et pour autant, vous voyez que mon curseur de souris bouge, tous les périphériques qui sont connectés sur l'écran viennent de basculer sur l'autre entrée, en un seul appui, en fait, juste en demandant de changer de source. Et la chose qui est encore plus intéressante, c'est dans les réglages, on l'a vu dans les réglages, mais je vous le remontre ici, avec les sélections automatiques d'entrée, ici, vous pouvez détecter automatiquement le changement de source, et donc l'écran peut basculer automatiquement via le KVM, peut faire une bascule automatique de tout ce qui est connecté dessus vers l'autre source. Alors ça se fait entre soit DisplayPort HDMI, plus l'USB qui est connecté dessus, le port USB vous l'avez vu en type A, et l'autre bascule c'est le Thunderbolt. Voilà, ça se fait entre ces deux groupes-là, mais c'est quand même extrêmement pratique, extrêmement efficace, et ça vous permet d'avoir une seule configuration de périphérique, partagé entre plusieurs installations sur votre bureau. Donc voilà, le câble de recharge Thunderbolt est déconnecté, donc la machine maintenant est à peu près chargée, et je vais vous montrer la consommation sur le bureau comme ça de l'écran. Donc maintenant j'ai vraiment que de l'affichage, et on est à 33 watts. Et c'est vraiment, alors je suis en luminosité classique, c'est-à-dire si j'active le HDR et tout ça, je vais vous montrer dans un instant, c'est beaucoup plus, mais c'est quand même très raisonnable je trouve pour un écran de cette diagonale-là. 33 watts, quand vous êtes en utilisation traditionnel de Windows, c'est vraiment pas beaucoup. Même si j'affiche un contenu plutôt blanc, je vous mets deux panneaux d'explorateur de fichiers, vous allez voir que ça ne fait pas exploser la consommation. On est toujours dans l'ordre de grandeur des 30 watts. Donc c'est vraiment très raisonnable en termes d'économie d'énergie. Donc ça, c'est parce que j'ai retenu un mode que je vous déconseille d'utiliser si vous faites de la vidéo ou de la photo, c'est un mode de luminosité automatique. Vous voyez ici, luminosité auto allumée. Donc je vais le désactiver, et on va aller maintenant en luminosité. Donc là, je suis au minimum, ce qui est déjà très exploitable, mais on va aller au maximum de la luminosité. Ce qui n'est pas conseillé, ça brûle les yeux, mais c'est juste pour vous montrer. Donc, avec un écran extrêmement lumineux, voilà la consommation. On est à 62 watts. Et je vais faire la même chose, maintenant je vais activer le mode HDR pour vous montrer la consommation en HDR. Donc je vais déjà remettre
on va dire à 50, ça va être très bien. C'est une carte graphique 2060 de chez Nvidia, donc on va dans écran. On va, donc vous voyez que je suis toujours donc, en 5120 par 2160 évidemment. Dans les paramètres avancés, je suis bien en 120 Hz. J'ai bien ici du 120 Hz qui est réglé. Je ne peux pas sur cet écran-là, alors je ne sais pas si c'est lié à la RTX 2060 ou à autre chose, mais je ne peux pas activer la fréquence de rafraîchissement dynamique. Par contre, a priori, je devrais pouvoir activer le HDR ici. Donc voilà, je bascule à nouveau l'écran en HDR avec cette carte. Et on va pouvoir regarder la consommation. Donc à nouveau, je vous montre, je suis bien en HDR 10+. Et la consommation, elle est de 49 watts. Ce qui est à nouveau raisonnable pour cette taille d'écran. Alors vous voyez que l'image n'a rien à voir. Alors évidemment, ça ne transparaît pas encore une fois avec mon smartphone avec lequel je filme. Mais on voit beaucoup plus de détails un peu partout. Les noirs ici ressortent beaucoup mieux, sont plus débouchés. Et les zones lumineuses le sont également beaucoup plus. Donc je vous fais une bascule en coupant le HDR, donc l'image va se couper, mais j'espère que vous pourrez voir une toute petite subtilité quand l'image reviendra. Alors je ne sais pas si ce sera flagrant, mais l'image est évidemment un peu plus sombre en SDR, et la plage dynamique est plus écrasée quelque part. Donc ce qui est sombre est beaucoup plus sombre sur une plage plus importante, et ce qui est lumineux est beaucoup plus blanc sur une plage plus importante. J'espère que c'est clair pour le HDR, SDR. Mais en tout cas, voilà, c'était ce que je pouvais vous montrer en termes de consommation et des bascules donc avec le KVM et le mode multisource, qui devrait, je pense, vous satisfaire, parce que moi je trouve que c'est bien géré, c'est bien fait, et Dell, pour le coup, a vraiment bien travaillé la solution. Alors ça fait plusieurs années que leurs écrans sont équipés de ces menus et de ces sélections de sources, donc c'est pas nouveau, vous les trouvez sur d'autres produits de la gamme et depuis un petit moment, mais voilà, il faut reconnaître quand même que ça marche plutôt bien. Je voulais vous montrer également le comportement de l'écran avec mon ordinateur portable Pro. Donc ici j'ai 65% de batterie, et la machine en elle-même, vous la voyez ici, c'est une Core Ultra 9 185H avec GPU intégré de chez Intel, le Arc Pro graphique, et avec une grosse carte RTX 4070, évidemment la version mobile. Donc c'est une machine HP ZBook, 64 Go de RAM et tout ça, donc une très grosse machine. J'ai le câble Thunderbolt qui est ici sur le côté, cependant ici je n'ai que des ports USB-C data des 10 gigabits pour la brancher. J'ai les ports Thunderbolt qui sont sur le côté, c'est du Thunderbolt également 4. Mais moi, comme je voulais vous montrer sur un branchement direct sur l'écran, je suis obligé de faire comme ça, donc c'est évidemment pas optimal, mais au moins vous verrez. Donc je branche ici et vous allez voir immédiatement l'écran qui va se réveiller. Donc on voit ici l'affichage s'est réveillé, et j'ai évidemment tout qui est disponible directement maintenant sur la machine. Ce que je voulais vous montrer, c'est que comme la machine n'avait que 65% de charge, on voit le petit logo ici de charge, et surtout je voulais vous montrer les capacités de recharge. Donc on est ici, vous voyez, à 120 watts, ce qui est encore pas énorme, hein. Ça veut dire que vu que l'écran consomme 30 watts, vous faites l'addition, ici c'est une charge 90 watts qui est prise sur le connecteur Thunderbolt USB-C. Et on voit le petit voyant de charge qui est allumé. Ce que j'ai lu, en tout cas dans les specs de cet écran, c'est que quand vous montez à 140 watts, avec en plus du HDR d'activer, vous pouvez monter jusqu'à la prise 300 jusqu'à 360 watts sur la prise, donc les 140 watts plus la consommation de l'écran. Voilà pour vous donner un ordre de grandeur. Donc dans l'affichage, alors toujours l'affichage de Windows, puisque j'utilise aussi Windows de manière pro, je vais dans les affichages avancés, vous voyez qu'on est bien sur la définition native de l'écran, on est bien à la définition de la dalle, on a bien le variable refresh rate 48-120 sur l'écran. Par contre ici je ne peux pas l'activer, dynamic refresh rate, parce que je pense qu'il sort sur la carte Intel. Et si vous vous posez la question, sur cette même machine, il est aussi possible d'utiliser directement la carte RTX. Alors, pour faire du gaming, mais moi c'est ma machine pro, donc c'est vraiment pas son objectif. Mais en tout cas, vous pouvez l'utiliser, elle a aussi du VRR, elle a aussi normalement les capacités Dynamic Refresh Rate, mais je sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas sous Windows 11 avec ce GPU là, alors que ça devrait, et ça fonctionne avec l'Intel Arc que vous avez vu. Je crois que ça fonctionne aussi avec la 2060. En tout cas, je ne sais pas ce qui fait que Windows 11 active ou pas certaines fonctionnalités. Mais en tout cas, ici, je ne l'ai pas non plus avec la 4070. Je vais vous montrer la bascule de source vidéo, mais au-delà de la source vidéo, ce qu'il faut comprendre, c'est que les périphériques USB connectés sur l'écran sont aussi basculés sur l'entrée correspondante. Donc, vous avez ce menu qui apparaît, qui est assez pratique d'utilisation. Donc, vous avez le mode automatique et vous avez donc les trois sources
vidéo d'entrée disponible. Les câbles en fait sont derrière quelque part, donc quand vous voulez les brancher, c'est pratique aussi. Donc vous choisissez l'entrée correspondante, je vous le redis, vous pouvez les renommer, donc si vous voulez que ce soit écrit, je sais pas, ordinateur portable, PC et console par exemple, vous pouvez faire en sorte que ce soit écrit ça. Vous basculez et vous entendrez de toute façon votre machine qui va reconnecter vos périphériques. Donc là ici, j'ai la caméra qui est connectée, donc si je fais un Windows L, vous allez voir que la caméra est branchée. Voilà, la caméra a bien fait un Windows Hello, je suis connecté donc sur mon autre machine qui est ici, l'ordinateur portable, via, alors là ici j'utilise sa connexion USB-C qui a du DisplayPort et tout ça, je n'utilise pas le Thunderbolt, et ça fonctionne quand même, hein, tous les périphériques sont bien connectés, c'est juste que je n'exploite pas le Thunderbolt. Et donc je vais réutiliser la source ici, je vais rebasculer sur le DisplayPort, mon PC fixe est connecté à un DisplayPort, donc j'appuie sur DisplayPort et vous allez voir, ça prend quelques secondes et tout se réaffiche et les périphériques sont à nouveau connectés. Si je fais Windows L ici, la webcam est en train de m'identifier et là, la webcam est maintenant branchée sur le PC. Vous avez vu le PC qui s'est déverrouillé. Donc elle a basculé, elle aussi, sur mon autre installation. Donc c'est vraiment transparent, c'est vraiment super pratique quand on est dans ces modes-là où on veut avoir tous les périphériques autour de soi partagés entre plusieurs machines, ça fonctionne très très bien. Je vous montre deux activités que j'ai sur cet écran qui nécessitent un calibrage d'usine et qui font qu'avoir un écran comme ça sur son bureau, c'est quand même nécessaire. L'une d'elles, c'est que je fais de la photo à titre personnel, donc j'ai DxO Photolab pour pouvoir retoucher mes photos. C'est la version 8 Elite, je l'ai pris en promotion quand il était vendu pour le Black Friday. Donc j'ai pris une des photos que j'ai prises juste pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Alors sur de la photo évidemment, comme ça portrait, l'intérêt de ce type d'écran n'est pas forcément intéressant. Par contre ce qui est intéressant c'est quand vous faites du side by side, quand vous êtes en mode paysage, là par contre vous bénéficiez de l'espace en fait de l'écran puisque vous avez la place pour avoir de chaque côté vos palettes d'outils et vous avez la possibilité de voir vraiment vos photos côte à côte sans que ce soit gênant. Voilà également ce que ça peut donner, donc avec une photo plutôt en mode paysage, vous voyez que c'est extrêmement pratique. Je pense que même avec mon smartphone, on voit la différence entre l'avant et l'après. C'est DxO, donc il a plein de capacités pour aller rechercher tous les détails d'une photo, puisque je les prends en RAW, évidemment. Je vous ai fait d'ailleurs des vidéos il y a longtemps sur la prise de photos, donc voilà, ça vous permet très facilement d'avoir de très très belles images. C'est vrai que DxO est très très bon pour aller rechercher là, tous ces petits détails un peu partout, et qui rend vraiment la patine quelque part à la photo que vous avez prise. Donc voilà, très très pratique de retoucher ces photos, puisque on a, alors évidemment en choisissant un mode d'affichage, alors je vous dis ici mode d'affichage, mais c'est parce qu'il faut aller ici dans les réglages, il ne faut pas utiliser la luminosité automatique, mais il faut être en luminosité pré-réglée et s'assurer qu'on est dans un mode d'affichage où on a eu évidemment une calibration d'usine, parce que sinon vous allez avoir peut-être des défauts de rendu de couleur et donc quand vous allez retoucher vous allez fausser votre image. Le mieux, quoi qu'il arrive, et je vous ai fait aussi une vidéo là-dessus, c'est d'aller chercher une sonde et d'aller vous-même calibrer votre image avec vos réglages à vous, comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a aucun souci, même si l'écran est calibré d'usine, ça veut juste dire qu'il fonctionne très bien sorti de carton, vous avez le droit de le recalibrer pour être sûr de votre coup. L'autre usage que j'ai de cet écran qui nécessite également, bien sûr, d'avoir soit ce type d'affichage, soit aussi cette qualité de dalle et de rendu, c'est DaVinci Resolve. J'ai DaVinci Resolve Studio 19, donc pour tout ce qui est en fait montage vidéo. Ça, je vous avais fait une vidéo dédiée avec le clavier associé pour mes montages. Donc si j'ouvre ici ma vidéo de montage de l'écran, qui est actuellement en cours d'ébauche, hein, donc elle est très 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 légère en termes de montage, donc vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de rush en fait empilé, donc ça reste très léger pour le moment, et pour autant vous voyez que là encore ça me fait énormément de place pour tout afficher. Donc je peux restreindre un petit peu verticalement ma timeline, avoir une belle image ici en plein milieu et avoir des palettes que je peux même étendre un petit peu sans que ce soit en fait très dérangeant. Pour pouvoir, alors celle de droite en fait j'ai pas besoin d'aller étendre plus, mais celle de gauche ça me permet de voir beaucoup plus mes rushs, donc mes masters et aussi mes effets, mes filtres et compagnie, d'en avoir beaucoup plus à l'écran sans que ce soit gênant, puisque ça n'empiète pas sur mon espace de travail qui est déjà très large sur la droite. Et même si je travaille dans ce mode là, je peux très bien
aller faire, alors peut-être pas ce genre de choses-là, mais vous vous imaginez aller ouvrir une deuxième fenêtre d'application ici, sans que ce soit très contraignant. Ici, j'ai quasiment un affichage 4K traditionnel, donc mon écran traditionnel, et je garde un petit peu d'espace, peut-être pour avoir de quoi chatter, de quoi aller faire une recherche internet, pendant qu'ici, je travaille sur mes vidéos. Donc vous voyez, c'est un espace de travail extrêmement confortable. Quand on a un écran aussi large que celui-là, il y a une fonctionnalité qui est quasiment, je pense, indispensable à avoir nativement donc, sur ce type de dispositif. Ça s'appelle le MST, Multi-Stream Transport. Le challenge, en fait, quand on a un écran aussi large, c'est de partager sa surface d'affichage pour pouvoir y afficher plusieurs applications. Ici, je fais un cas simple, on va prendre 2 instances du navigateur Chrome. On est sous Windows 11, donc Windows 11 très facilement me permet de partager mon écran, par exemple, en 2. Voilà, en quelques clics, j'ai partagé l'écran en 2, j'ai ici une surface d'affichage, ici une surface d'affichage, une unique barre évidemment de Windows, donc barre de menu démarrer avec les statuts. Le souci, quand on est dans cette situation-là, c'est que les 2 applications étant sur le même bureau, il est difficile de dissocier leur usage. Donc en particulier, si par exemple ici, je vous lance une vidéo, si je mets en plein écran la vidéo, ça va se mettre en plein écran sur tout le bureau. Et du coup, ça empêche d'avoir des utilisations concurrentes de 2 applications quand on est sur un bureau unique. Le MST, qu'est-ce que c'est? Donc Multi-Stream Transport, c'est très simple. Vous avez toujours un seul lien physique qui relie votre écran à une de vos machines. Donc ici, par exemple, c'est mon PC fixe. Et c'est un câble DisplayPort, un seul câble DisplayPort. Mais multi-stream, vous avez 2 flux vidéo qui vont arriver à l'écran. Ça s'active matériellement sur l'écran, donc on va demander à l'écran de basculer en multi-stream. Donc c'est dans le même menu en fait que le Picture-in-Picture qui lui dit de gérer 2 sources, donc une source, une entrée vidéo et une autre entrée vidéo, on intègre la vidéo d'une des entrées sur l'autre. Ici non, c'est pas ce qu'on demande, on demande un partitionnement d'écran. Donc vous voyez partitionnement d'écran DB TBT, on va l'activer en 50-50, et là vous allez voir que l'écran va redémarrer, et vous allez voir sur l'écran, sur la surface de l'écran, il va se comporter comme 2 écrans différents. Ici vous avez la recherche de 2 sources. Et quand l'écran va revenir ici en fonctionnement, vous allez voir que sous Windows, on voit l'affichage ici de 2 entrées. Donc pour Windows, ce sont 2 écrans physiques. Pour l'écran, évidemment, lui, il gère le partitionnement, c'est lui qui s'en occupe. Et la grosse différence, c'est que vous voyez ici que j'ai 2 barres des tâches, comme si j'avais 2 écrans côte à côte. Et surtout, si je lance une vidéo, donc on va retourner sur cette vidéo-ci, et je vais la mettre en plein écran, ça n'altère plus, évidemment, l'affichage de l'autre partie de l'écran, puisque c'est considéré comme 2 écrans différents. Et donc vous pouvez regarder du contenu, jouer à un jeu, pendant que vous affichez autre chose de l'autre côté, sans que la machine ne s'en rende compte. Et c'est extrêmement pratique, et extrêmement utile. Et comme je vous l'ai dit, ce partitionnement, même s'il n'est pas complètement configurable, il est configurable, vous pouvez faire par exemple du 80-20 ou du 75-25. Alors on va faire, 80-20, je crois que c'est plus proche du 4K, donc on va faire ça. 80-20, donc vous allez voir, il va redémarrer, un affichage similaire au 4K, un affichage ici un peu plus petit. On va retourner donc sous Windows dès qu'il va être démarré, et je vais pouvoir vous montrer ça. Donc ici on a bien l'image qui s'affiche en plein écran de ce côté, et il reste un petit bout, un petit Windows, ici, sur lequel vous pouvez mettre un chat, un navigateur, quelque chose pour surfer, pour aller voir du contenu. Je vous montre à quoi ça ressemble dans Windows, toujours parce que c'est assez intéressant. On voit ici qu'on a bien 2 écrans, un tout petit vertical et un grand horizontal. Et vous avez les définitions des écrans et tout ça. Donc ici, on voit qu'on est en 4096 par 2160. Donc on est un petit peu au-dessus du 4K traditionnel qui est du 3840 par 2160. Voilà, donc vous avez plusieurs modes, ça fonctionne comme si l'écran était physiquement partagé, donc c'est plutôt intéressant. Vous avez donc principalement 3 réglages, et puis ensuite c'est si vous voulez avoir le petit bout à gauche ou le petit bout à droite en fonction de ce que vous voulez, mais c'est quand même pas mal, et ça permet d'avoir vraiment un écran qui est exploitable, surtout quand on a des usages très différents entre les deux côtés en fait de l'écran, ce qu'on ne peut pas faire évidemment quand on fait juste du fenêtrage classique. La dalle, en ce qui concerne le jeu vidéo, a aussi des capacités gaming. Cependant, attention, ce n'est pas du tout un écran pour jouer. Et si vous achetez cet écran dans l'optique de jouer, c'est une erreur d'achat. Ce n'est pas, je vous le redis, un écran ultra sharp. Déjà, c'est pas une gamme gaming, mais cet écran n'est pas à vocation jeu vidéo. L'intérêt de cet écran, c'est de pouvoir jouer quand même si vous avez besoin de jouer. Et je vais lancer un jeu pour vous montrer qu'un jeu vidéo, évidemment, s'affiche sur l'écran, mais que vous pouvez quand même
jouer. Mais attention, même si cet écran est commercialisé avec un rafraîchissement 120 Hz et un temps de latence de 5 millisecondes en mode rapide, ça reste un écran qui a des défauts en mode jeu. En particulier, il a une espèce de flou cinétique, je ne sais pas comment le décrire, mais il lui manque une impression de fluidité qu'on a normalement sur des écrans 120 Hz, qu'on n'a pas ici. Je ne sais pas si c'est la technologie de la dalle qui fait ça et tout ça. L'idée, normalement, du 120 Hz sur cet écran, c'est pas pour jouer, l'idée du 120 Hz, c'est pour avoir une fluidité sur les bureaux, sur les applications, quand vous faites du montage vidéo, des choses comme ça. Donc c'est pour cette fluidité-là, ça n'a jamais été conçu, je pense pas en tout cas que Dell communique dessus ou commercialise cet écran dans une optique de jeu. Donc ici je joue vite fait comme ça, juste à une main, donc je peux même pas me déplacer, donc évidemment ça va pas être super agréable. C'est donc Doom Eternal pour vous montrer un petit peu comment ça rend en termes d'immersion, puisque vous voyez que l'écran est très large. Évidemment vous ne pourrez pas vous faire un avis sur la fluidité, même si ici c'est très fluide, mais je suis pas sur la définition native de tout ça, puisque je ne peux pas de toute façon jouer dans la définition native. Donc voilà, l'idée c'est pas de jouer à une main, c'était juste de vous montrer. Ici, donc je suis pas en définition native, parce que de toute façon, ma carte graphique ne le permet pas, donc je me suis mis en 21/9, mais c'est pas du tout fluide dans la définition de base de l'écran. Donc je me suis mis en 2560 par 1080, ce qui est déjà joli. Et voilà, et honnêtement c'est très jouable, hein. J'ai pas de soucis particuliers, puis ici en plus il y a le flou intégré dans Doom, donc de toute façon quand on se déplace comme ça, l'écran est un petit peu flou. Vous pouvez pas vous faire un bon aperçu, mais sur des jeux un petit peu de ce type-là, vous verrez un manque de, je sais pas comment dire, il y a une espèce de traînée, un petit flou. Ça a beau être un écran 120 Hz, et j'ai beau ici bénéficier des 120 images secondes, l'image est pas parfaite. Cependant, dans mon cas de figure à moi, ça me suffit largement pour jouer. Voilà, je vous ai dit, j'ai un écran qui est bien pire ici. Enfin, c'est un écran 60 Hz. Donc de toute façon, même si c'est pas un bon écran gaming 120 Hz, c'est toujours mieux que ce que j'ai avec du 60 Hz. Je gagne en fluidité et c'est plus agréable. Donc c'est un écran que je vous déconseille pour le jeu vidéo, mais si le jeu vidéo ça fait partie de vos activités comme une autre, je pense que de toute façon vous ne trouverez pas de compromis, où vous pourrez trouver un bel écran de productivité, montage photo, montage vidéo, et avec des capacités gaming. C'est un des seuls que je connaisse qui soit à peu près dans tous ces domaines-là. Cependant, donc faites attention, jeux vidéo, il y a des petits soucis. L'autre souci notable qu'il y a avec cet écran, c'est sa technologie de rétroéclairage. Alors ici, ça se verra pas, mais c'est pas du tout un écran type OLED. Donc du coup, il y a des choses sur cet écran qui seront un petit peu décevantes en termes de rendu, c'est la profondeur des noirs, les choses comme ça. On a beau avoir un écran qui est HDR, et donc ici, on peut activer aussi le HDR. Ici, je peux activer le mode HDR, et donc je vais passer en 600 nits, hein, si vous vous rappelez, c'est un écran HDR 600, donc si j'active le mode HDR, vous allez voir que, alors, même si c'est atténué par la caméra, vous voyez que l'image est beaucoup plus jolie, l'image est beaucoup plus étalée dans le spectre des couleurs, les noirs sont plus profonds, dans les zones où il y a des noirs, et les hautes lumières, là où il y a des sources lumineuses, sont beaucoup moins bouchées, on voit mieux donc les noirs profonds, on voit mieux les hautes lumières. Pour jouer dans de bonnes conditions, n'oubliez pas, donc vous activez bien le temps de réponse rapide, ce qui descend de 8 à 5 millisecondes, je crois, la réponse de la dalle. Le Smart HDR, si vous jouez en HDR, ici, donc vous avez les différents modes HDR, vous passez par exemple en jeu HDR quand vous êtes en mode gaming, et si vous êtes vraiment en HDR, vous aurez en plus ici le logo HDR10, donc ici c'est un HDR dans l'application, donc visiblement le flux vidéo n'est pas HDR, donc l'écran ne détecte pas ça comme de l'HDR. Voilà, donc tout ça pour vous synthétiser le fait que j'ai joué sur cet écran, surtout sur des jeux qui supportent cette pleine définition, c'est très joli, parce que c'est très immersif, c'est très large et c'est très beau. C'est vraiment quelque chose que je n'avais pas expérimenté avant. L'écran OLED Alienware, par exemple, il était très courbé, mais pas immersif, puisqu'il était assez petit. C'est un écran 4K traditionnel. Ici, on a de la surface d'affichage qui est assez intéressante.
de la surface d'affichage donc supplémentaire qui permet de mieux rentrer dans l'image, même si ce qui est important c'est ce qui s'affiche évidemment au centre. Voilà, moi je trouve ça extrêmement agréable. Par contre, là où c'est plus gênant, c'est sur les jeux traditionnels où ils auront des définitions la plupart du temps de 4K, et donc vous aurez des bandes noires ici. Et dans les bandes noires, le problème c'est que le rétroéclairage de l'écran, c'est un rétroéclairage qui est géré en bordure ici sur le côté de l'écran. Et là, par contre, il y a des problèmes d'homogénéité de rétroéclairage. Pour vous montrer ça, je triche et je bascule l'écran en mode plus traditionnel. Donc là, on est sur du 16/10, donc ce qu'on peut voir traditionnellement donc sur un écran classique. Quand on est dans des environnements comme ça où on n'a pas accès à la pleine totalité de la dalle pour faire le rendu, on a forcément des bordures noires. Et les bordures noires, en fait, ne sont pas homogènes. Alors ça dépend, en fait, de ce que vous regardez, mais elles ne sont pas homogènes en termes de contraste, en termes de noir, on va dire. Et en plus, le souci qu'on a, c'est qu'elles ne sont pas complètement noires, puisqu'on n'est pas sur une dalle OLED, donc on ne peut pas éteindre cette partie-là de l'écran, puisque c'est un écran IPS, donc il y a forcément un rétroéclairage, et le local dimming ne permet pas d'aller éteindre cette partie-là. Donc on a une partie qui est sombre, mais pas noire, pas complètement noire comme on peut avoir de l'OLED, et des fois pas noire homogène. Ici ça va. Alors je sais pas comment ça rend la caméra, mais ça va, c'est à peu près homogène, mais parfois, quand on regarde une vidéo ou autre, on a des franges en fait, parce que le local dimming n'est pas assez précis pour aller éteindre vraiment ce qu'il faut pour que l'image soit parfaitement sombre sur les côtés. J'ai réglé ma caméra pour accentuer un petit peu l'effet, que vous voyez ce que ça donne. Donc si on a ici une image plutôt lumineuse, vous voyez qu'ici, la surface est pas noire. Donc c'est accentué, mais de manière à ce que ce soit à peu près conforme à ce que je vois en vrai. Vous voyez un gris un peu verdâtre, c'est pas noir en tout cas. Voilà, donc ça, je préfère vous le montrer parce que ça peut gêner. Moi, je m'y suis fait. Les premiers jours, j'étais un petit peu déçu parce que je me suis dit quand même, vu les capacités d'écran, je m'attendais à mieux. Enfin, mieux. Je sais pas si on peut faire mieux sur ce type de technologie parce que c'est quand même assez sombre, hein, mine de rien. C'est bien géré en termes de profondeur de noir, mais quand même je m'attendais à mieux, surtout après avoir testé en fait une dalle OLED, forcément c'est bien en deçà de ce qu'elle est capable de faire, mais voilà, donc vous voyez ce que ça donne. Voilà, à distance ça va, c'est bon, mais on voit quand même légèrement ce gris verdâtre qui n'est pas noir, et donc forcément ça peut gêner par rapport à un noir profond qu'on attendrait si on avait beaucoup de zones de local dimming et si on pouvait vraiment éteindre réellement tout le rétroéclairage de ces parties-là, ce qui donnerait une vraie profondeur de noir. Est-ce que vous voyez le dégradé ici sur le côté? C'est vraiment compliqué à faire apparaître à la caméra, mais normalement ici vous voyez une bordure plus sombre, quelques petits effets d'escalier et un noir qui est en fait un peu rougeâtre. Je vous ai mis ici, donc c'est un jeu, c'est de The Plucky Squire, donc c'est un jeu que je vous ai présenté sur ma chaîne, mais c'était pour vous montrer de l'accentuation ici de local dimming, ce qu'il provoque en termes d'artefacts. Ça se voit d'ailleurs particulièrement sur les bandes noires, ça peut se voir éventuellement sur un contenu plus classique, mais en général, c'est plutôt quand on a un contenu uniforme, unicolore, on voit un effet de bande comme ça qui est un petit peu gênant. Autant où, je vous ai dit, l'écran est peut-être pas super adapté pour le jeu, mais le ghosting qu'on peut y voir ou quoi, ça passe vraiment. Voilà, c'est absolument pas gênant pour jouer. Autant où ça, vous allez le remarquer. Et ça, c'est un réglage qu'on trouve ici dans l'affichage de l'écran. Compensation d'uniformité. Malheureusement, donc, ça, je l'ai désactivé immédiatement. Alors, l'image devient plus sombre, mais du coup, on n'a plus ces effets, les noirs deviennent un petit peu plus noirs et la dalle est plus jolie à regarder. Alors on perd cet avantage d'une profondeur de noir plus intéressante sur le côté exploitable de l'image, mais par contre on gagne ces bandes là qui sont un petit peu gênantes, disgracieuses, voire perturbantes, parce que des fois, là ici c'était très léger, hein, j'ai eu du mal à vous la présenter, mais des fois c'est beaucoup plus large et c'est beaucoup plus notable. Les points forts et les points faibles pour cet écran, et je finis sur la note des points faibles, mais que ça ne vous laisse pas une note amère ou vous donnez l'impression que l'écran est mauvais, c'est pas du tout le cas, c'est juste que je l'ai fait dans cet ordre-là, et je trouvais ça plus normal de vous le faire dans cet ordre-là. Donc les points forts, les points même très forts de cet écran, il est lumineux, et je le trouve très utilisable dans toutes les situations, que ce soit dans un environnement sombre, mais aussi, j'ai une fenêtre quand même sur le côté, donc dans un environnement très lumineux avec la lumière qui tape
comme ça, sur le côté de l'écran, j'ai pas de souci de lisibilité, même avec un réglage lumineux faible, donc ça c'est pas mal. Le KVM intégré est super, c'est vraiment extrêmement agréable d'avoir deux installations sur son bureau, donc par exemple un ordinateur portable et un ordinateur fixe, mais vous pouvez avoir deux installations fixes ou portables, peu importe, et de pouvoir basculer comme ça entre les deux. Et le fait d'avoir du Thunderbolt 4, donc de pouvoir le connecter sur un ordinateur qui a besoin de 140 watts, et d'avoir tout qui se connecte avec un câble USB de qualité, c'est quand même super sympa. Les angles de vision sont très bons, ainsi que la dalle en elle-même qui est bonne. C'est moins bon que de l'OLED, mais ça reste quand même très très bon, et c'est une très bonne dalle IPS. L'ergonomie de l'écran est super, que ce soit en termes de mécanique, pour le régler dans tous les sens, mais aussi au niveau des menus. La fidélité des couleurs, c'est super sympa d'avoir un écran un peu touche à tout qui est pré-calibré d'usine et qui vous permettra de vous accompagner dans la retouche photo ou du montage vidéo. Le chaînage Thunderbolt, alors je sais pas à quel point ça peut être utile quand on a un écran aussi grand, mais si vous imaginez avoir un deuxième écran, c'est quand même super sympa de pouvoir tendre juste un autre petit câble USB-C par exemple, pour pouvoir continuer afficher du contenu, plutôt qu'avoir à retirer un câble de votre ordinateur vers le deuxième écran. Et le Multi-Stream Transport, le MST, je vous en ai fait une démo, mais ça c'est un nécessaire. Tous les écrans qui sont de ce type-là, en ultra-wide, doivent avoir ce type de fonctionnalité intégrée. S'ils l'ont pas, pour moi c'est rédhibitoire, c'est même pas la peine d'aller acheter ce type d'écran. Et donc c'est un écran qui est tout terrain, il est loin d'être mauvais en tout, je vous l'ai dit, même si il n'a pas une vocation à faire de la retouche photo ou du jeu vidéo, vous pouvez faire de la retouche photo et du jeu vidéo, donc si vous en avez un besoin pro, on va dire, de cet écran, il vous permettra d'aller dans d'autres domaines où normalement d'autres écrans de ce type-là sont peut-être un petit peu moins à l'aise que lui. Concernant les points faibles maintenant, alors la plupart sont liés au prix, parce qu'en fait, par rapport au prix qui est demandé, il y a des choses qu'on aimerait avoir, qu'on n'a pas en termes de qualité. Le gros point négatif, c'est le local dimming, parce que ça se ressent pas que dans les jeux, ça se ressent aussi. Alors ici, ça se voit pas trop, je vois que les bandes noires sont bien noires, donc c'est pas encore trop gênant, mais ça se ressent quand on visualise certains contenus, qu'on a des contrastes un petit peu forts entre différentes zones de l'écran. Avoir juste un rétroéclairage périphérique, donc juste des LED sur le côté qui viennent faire tout le rétroéclairage de la dalle, et 8 zones verticales a priori de rétroéclairage, c'est pas du tout suffisant pour un écran de ce type-là, de ce calibre-là, et du budget qui est demandé. Alors certes, je pense que la cible va pas être trop gênée par ces limitations-là. Alors je sais pas si c'est des réductions de coûts, ou si vraiment c'est pas possible de faire mieux sur ce type de dalle sans être plus épais, sans consommer beaucoup plus et tout ça, mais pour moi c'est insuffisant. De la même manière, la gestion du HDR, elle est correcte sans plus. Il y a un HDR qui doit être un HDR 10+, j'imagine, intégré à l'écran, mais il n'y a pas de licence Dolby Vision qui ont été achetées. Alors, pareil, j'ai testé des écrans avec du Dolby Vision intégré, le Dolby Vision s'active sous Windows, et vous pouvez regarder du contenu sous Dolby Vision. Ne pas avoir la possibilité de faire du Dolby Vision alors que Dell supporte à des écrans qui font du Dolby Vision, c'est quand même terriblement dommage, surtout quand on est à ce prix. Et au final, malgré tout ce qu'il propose, cet écran, on est quand même, alors sauf promo, on est quand même dans un budget quasiment de 2000 €. Donc c'est vrai que si l'écran était proposé à 1000 ou 1200 €, ce qui est déjà très conséquent, mais je pourrais me permettre d'être moins regardant et me dire, bon, peut-être le local dimming est pas optimal, mais c'est vrai que pour le prix, le rapport qualité-prix est exceptionnel. Là, on est moins sur un rapport qualité-prix exceptionnel. Faut quand même moi, même je trouve l'écran exceptionnel. Faut quand même que je me force pour me dire, je vais sortir 2000 €, mais malgré tout, j'ai pas un écran parfait. Il y a plein de petits points où il n'est pas à la hauteur de ce que j'aimerais qu'il soit. Soit parce que Dell l'a pas ciblé vers mes besoins précis, que ce soit le jeu, le montage photo, les trucs comme ça, pour être vraiment parfait, soit parce qu'ils ont dû couper les coûts à certains endroits, parce que peut-être ça coûte très cher de fabriquer une dalle de ce type-là, j'en sais rien, mais en tout cas, il n'est pas exactement à la hauteur de ce que j'aimerais pour le prix. Donc le prix est un gros point, évidemment, à prendre en compte, parce que si le prix était plus faible, éventuellement qu'on peut être moins regardant sur certains points. Alors, il y a des points qui sont non négociables. Si vous avez besoin de Dolby Vision, par exemple, je sais pas, parce que vous faites du montage vidéo et que c'est un prérequis, évidemment que vous êtes obligé d'être regardant dessus. Mais sinon, je pense qu'il y a des petits points où on peut être moins regardant parce que le prix est plus accessible. Et les gros points faibles pour moi, là où il y a des ratés
et dans la communication et dans l'implémentation, c'est la gestion du 120 Hz, plus la latence, parce que certes l'écran est 120 Hz et c'est super fluide sur la majorité des usages, par contre quand on est dans du jeu vidéo, on n'a pas cette impression 120 Hz, c'est mieux que du 60 Hz, ça c'est sûr, on est peut-être sur un écran, ça ressemble à du 90 Hz, des trucs comme ça, et c'est déjà très bien, parce que sur des écrans comme ça, on s'attend pas de toute façon à avoir une expérience gaming extraordinaire, puisque c'est pas un écran gaming, donc il est pas fait pour ça. Mais quand même, j'aimerais bien avoir un petit peu mieux, et quand il est vendu pour du 120 Hz, si on n'est pas informé avant, on s'attend à beaucoup mieux que ce qu'il propose. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et le local dimming, je reviens dessus, mais avoir des barres latérales ici grisonnantes dans certaines situations, voire avec des dégradés de noir, c'est pas super. Donc il y a vraiment un ratage sur le rétroéclairage. Il mériterait d'être remis à niveau cet écran avec un vrai rétroéclairage de qualité. Voilà ce que je pouvais vous dire en ce qui concerne cet écran Dell Ultra Sharp 40 Thunderbolt Hub U4025QW. Alors, ne prenez mes remarques et mes commentaires que pour ce modèle très particulier, le 40. Il existe dans plein d'autres diagonales, avec des budgets différents, mais ce sont des ratios différents, ce sont des dalles différents, donc on ne peut pas généraliser l'avis que je vais vous donner, enfin que je vous ai donné en fait dans cette vidéo, sur d'autres modèles de la gamme. Ça reste des produits de chez Dell, donc de toute façon vous trouverez très facilement des avis sur internet vous expliquant les avantages, les inconvénients des modèles, mais on ne peut pas généraliser parce que ce ne sont pas exactement les mêmes dalles, ce ne sont pas les mêmes usages, c'est pas les mêmes formats d'écran, donc faites attention quand même de ne pas aller trop vite en vous disant, si j'en pense du bien par exemple sur le 40 pouces, le 38 pouces ou le 43 pouces doit être bien, c'est pas les mêmes écrans. En tout cas, je vous l'ai dit et je pense que ça transparaît dans cette vidéo, j'ai trouvé, je pense, la pièce idéale pour aller sur mon bureau pour mon affichage. Aucun souci pour travailler avec. Il est vraiment idéal, il est très très bien conçu pour ça. Aucun souci pour ma production vidéo. Il est, vous avez vu ici, il est calibré d'usine. Il est ajusté pour mes timelines, DaVinci Resolve et tout ça. C'est extrêmement confortable au quotidien. Aucun souci pour le multimédia, le divertissement. Je vous l'ai dit, définition 4K, donc mes films et mes vidéos, même YouTube, passent sans problème sur la dalle. Bon, il y a des bandes noires, mais bon, c'est comme ça. Et puis, aucun souci non plus avec le gaming. C'est pas le meilleur écran gaming, évidemment, c'est pas son domaine de prédilection, il est pas fait pour ça, mais il a quand même cette fluidité d'image 120 Hz, avec évidemment quelques petites, en tout cas moi, quelques petites réserves sur la réelle fluidité 120 Hz, on va dire, parce que c'est plus marketing que réel, même s'il a probablement une dalle 120 Hz, il y a quand même des améliorations à faire pour la gestion 120 Hz, mais ça reste extrêmement agréable à utiliser, même sous Windows, pour déplacer une fenêtre, c'est très fluide et très agréable, donc c'est pas mal. Donc voilà, pour moi, c'est un écran qui est parfaitement équilibré en termes de conception. Je vous l'ai dit, le point qui me freine actuellement, c'est le budget qui en est demandé, enfin le prix qui en est demandé. Alors pour moi, c'est pas forcément qu'une dépense, c'est aussi un investissement, puisque je travaille avec, donc je passe énormément de temps dessus. C'est très important que je sois entouré de matériel de qualité, pour la fatigue, parce que j'y passe quand même des heures, donc il faut que je sois en fait entouré de matériel de qualité qui m'aide à rester actif, éveillé sur ce que je fais. Donc voilà, c'est important d'avoir du bon matériel, mais ça reste quand même un très gros budget. Alors est-ce que je vais dépenser ces 1900 €? Je ne sais pas, vous le verrez de toute façon, si j'en fais l'achat, j'en parlerai, mais je ne referai pas un test vidéo évidemment, puisque vous l'avez déjà vu. Mais ça m'aura permis cet essai, au long cours, on va dire, parce que c'est quand même un essai de plus d'1 mois, donc ça me permet quand même de me faire un vrai avis sur ce type d'écran. Ça m'a permis d'avoir un coup de cœur. J'ai trouvé la pièce manquante pour mon bureau, c'est vraiment l'objet idéal qui ira sur mon bureau pour m'accompagner dans mon travail du quotidien, dans mes activités du quotidien, vraiment de manière transparente, puisque je l'ai mis sur mon bureau et le lendemain il était adopté. J'ai trouvé ça vraiment génial d'usage. Voilà, j'espère que mon retour d'expérience pourra vous être utile. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez craqué pour un modèle de la gamme et lequel. Si vous avez peut-être le 40 pouces, n'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous en pensez. Peut-être que vous aurez des compléments d'informations qui vont soit dans mon sens ou qui ne vont pas dans mon sens. Et ça peut être intéressant pour les gens qui vont regarder ce contenu d'en savoir plus sur cet écran. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et on verra si cet écran arrive sur mon bureau ou pas dans le futur. Merci et à bientôt. Au revoir.